Bonjour et bienvenue sur Et Action, le podcast qui s'intéresse au métier de réalisateur. Et qui de mieux pour ça que d'accueillir des réalisateurs. Exactement, bravo. Cette prochaine heure sera l'occasion de nous partager leur parcours, leur histoire, du début à aujourd'hui, le quand, le comment, le pourquoi. Et oui, pourquoi vouloir s'infliger une telle souffrance? Pourquoi ne pas vouloir travailler dans un open space avec des heures fixes et des team building entre collègues? Pourquoi ne pas vouloir accéder au sein CDI avec un vrai salaire pour pouvoir louer un appartement ou contracter un prêt? Pourquoi ne pas vouloir un vrai travail, quoi? On l'a tous entendu au moins une fois ça. Ouais. Cette émission est une lettre d'amour à tous ceux qui un jour ont rêvé de devenir réalisateurs et tentent aujourd'hui ce parcours du combattant. Je m'appelle Louis Herriot, je suis réalisateur, mais aussi présentateur de votre émission Et Action. Aujourd'hui, nous accueillons... Alors, Yannick Tarkovsky et Tony Lebac. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Vous êtes bien installé? Ouais, ça va. Et donc, vous êtes réalisateur. C'est ça. Et est-ce que c'est votre métier, réalisateur? Parce que il y en a certains, ils font des petits métiers à côté et tout ça, mais ils vont quand même être réalisateurs de fiction et se concentrer là-dessus. Vous considérez aujourd'hui comme étant réalisateur? Je t'en prie, Yannick. Ouais. Moi, de mon côté, ça a été une longue quête, mais maintenant, je suis vraiment réalisateur officiel. Ok. C'est-à-dire, j'arrive à en vivre. Ouais. Ok, trop bien. Et moi, à la base, je suis principalement comédien, mais on l'abordera peut-être un peu plus tard. Et donc, je vis en tant qu'intermittent du spectacle, mais de l'art dramatique, du coup. D'accord, comédien, ok. Ouais. D'accord. Je remplis pas le frigo avec la réalisation, en tout cas. Voilà. Ok, je suis réalisateur, mais je vis pas de ça. Ok, trop cool. Eh bien, écoutez, on va commencer l'émission. Alors, déjà, première grande question, d'où vous est venu l'amour du cinéma? Je t'en prie. Tu veux que je commence? Alors, vas-y, Janek. C'est Yannick. Ça Yannick, ouais, pardon. Mais ça s'écrit Janek. Ça s'écrit Janek, d'accord. Ouais, ok. C'est d'origine polonaise, c'est pour ça. Ah, ok. Et de mon côté, ça vient depuis toujours. Je suis passionné depuis que je suis petit, en fait. J'ai squatté des caméras d'amis de mes parents pour commencer mes premiers films quand j'avais à peu près 7-8 ans. Ok. Et puis, ça m'a suivi tout le temps. C'est ma passion vraiment depuis toujours. Donc. Ok, et quand tu dis que t'as touché les caméras et tout ça, c'est genre, t'avais quel âge quand t'as commencé? Vraiment on va dire vers 6-7 ans, j'ai commencé à... Ah oui, d'accord, ok. Ouais, et c'était et c'était parce que c'était en mini-DV à l'époque, c'était pas encore numérique. Putain, on l'entend souvent la mini-DV dans cette émission, hein, putain. Ouais, donc c'était cool. Non, mais voilà, j'ai commencé à faire des petits courts-métrages. Même à la base, j'ai commencé par imiter une émission que j'aimais bien, C'est pas sorcier. Énorme. Et on faisait des documentaires, des reportages avec des amis dans la rue, on improvisait. Cool. Et t'as eu un film un peu qui t'a... C'était juste le fait de filmer ou alors il y a eu un espèce de truc au niveau du cinéma où tu t'es... Le fait de filmer, ouais, mais c'est vraiment... j'adorais Star Wars déjà à l'époque. Ok, d'accord. Le premier. Puis après, il y a eu un peu plus tard Matrix et le Seigneur des Anneaux. Ok. Ça m'a... Ah, j'ai l'impression que le Seigneur des Anneaux, pareil, ça a matrixé des gens. Ouais. Ça... Ouais, énormément. Et puis c'est pour ça que quand j'étais adolescent, j'ai commencé par faire un long métrage autoproduit. Ok. Dans l'esprit Seigneur des Anneaux. Oh, c'est un peu le suicide, mais en même temps, j'ai appris tout comme ça. Ouais, c'est risqué. Voilà. Mais stylé, putain, la vache. Et toi, Tony, donc, quand est-ce que c'est venu le cinéma dans ta vie? Pareil, depuis que je suis tout petit, comme beaucoup, je pense, d'entre nous, très cinéphile depuis que je suis tout petit, parce que mes parents l'étaient. Donc, ils m'ont transmis le virus. Ils font partie de cette génération où la VHS s'est lancée. Moi, début des années 80, moitié des années 80. Donc, ils avaient beaucoup de cassettes à la maison. Donc, c'est comme ça que j'ai découvert beaucoup de films. Et puis, je pense que c'est pas la manière dont eux, en fait, admiraient ce qu'ils voyaient à l'image, le bien que ça leur procurait, le divertissement qu'ils ressentaient. Je pense que moi, ils m'ont filé le truc parce que je me suis dit, mais je crois que je veux pouvoir insuffler la même chose aux gens, quoi, en fait. C'est tellement agréable. Ils ont l'air de tellement passer un bon moment. C'est incroyable. Et c'était aussi devenu des moments familiaux de regarder un film ensemble, arriver le soir. Donc, cette ambiance-là, justement, on parlait tout à l'heure d'ambiance tamisée ici dans la pièce. Il y avait ça aussi, ce côté tamisé. T'as la télé, tu mets une cassette vidéo, tu mets un bon film. Enfin, voilà. Donc, j'avoue. Donc le cinéma est venu comme ça. Ok. Et est-ce qu'il y a un film en particulier qui vous a un peu marqué? Forcément, il y en a plein, mais je parlais de la moitié des années 80. Il y a des films un peu qui sont devenus cultes comme Les Griffes de la Nuit ou Gremlins. Ce sont vraiment des films qui m'ont pas mal marqué. T'avais quel âge quand tu les as vus? En fait, quand ils sont sortis, moi j'étais pas né, mais je les ai découverts après. Mes parents, comme ils les avaient en cassette, je pense que j'ai découvert à 5-6 ans.
5-6 ans, je commençais à regarder des films. Les Griffes de la nuit? Même les Griffes de la nuit. C'est risqué, ça. Ouais, je sais, mais je pense que franchement, pour leur défense, c'est moi qui étais relou et qui voulais les mettre aussi. Je pense que tant qu'ils me mettaient pas la cassette, je devenais fou. Donc, parce quand on est gamin, on a cette curiosité. Quand on sait que c'est un film d'horreur, on veut quand même voir, on veut regarder. En plus, on le voit sur l'étagère. Oui, sur l'étagère, il trône, on a envie de le regarder. Donc, bon, je dis 5-6 ans, je devais être même plus âgé quand j'ai vu les Griffes de la nuit, faut pas déconner, mais par contre, un film comme Gremlins, il y a un peu un entre-deux dans Gremlins en plus, c'est un film à la fois c'est trop bien, tout public, mais en même temps, il y a une dimension où c'est inquiétant au bout d'un moment quand même. Donc, ces films-là de la moitié des années 80, Retour à le futur inclus, m'ont beaucoup marqué. Ok, mais c'est vrai que quand tu dis genre tu t'aimes tes parents et tout ça, moi c'était un pote qui me montrait des films comme ça. Et qui après, genre, t'as mes parents qui me disaient, qu'est-ce que t'as fait? Et je leur disais, ouais, on a vu Alien et Shining. Mais t'es en CM1, qu'est-ce que tu fais? Et en fait, je pense que moi, l'amour du cinéma, ça a été Alien, et genre vraiment le début du, waouh, je vois des images de dingue. Alien, ouais, c'est vrai que c'est. Ouais, Alien, c'était un truc. Même je regarde régulièrement, là, parce que ça me. Moi, je suis. C'est magnifique. Ouais. Moi, je suis fan. Et c'est vrai que, après, il y a l'amour du cinéma. Il y a vraiment ce truc de j'aime regarder des films, j'aime apprécier regarder des films, j'aime l'art cinématographique. Mais après, est-ce qu'il y a un film qui, pour le coup, a plus été à l'origine de la vocation? Alors toi, tu commençais déjà à toucher à la caméra, mais est-ce qu'il y a un film, ou alors est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a dit genre, demain, après ce film, j'ai envie de prendre la caméra et de faire la même chose, j'ai envie de... Après, je l'ai évoqué, mais pour moi, vraiment, le film phare, c'est La Communauté de l'Anneau. Ok, d'accord. Quand je l'ai vu, ça m'a tué. Ouais. Je me suis dit, il faut absolument que je fasse ça. En fait, moi, ce que j'adorais, c'était la création d'un imaginaire, quelque chose qui n'existe pas, pouvoir le montrer à l'écran. Et c'est pour ça que dans la foulée, je crois que j'étais au collège. Dans la foulée, avec ma cousine, on a écrit un scénario de long métrage médiéval fantastique qu'on a après tourné avec tous nos amis. Mais c'est énorme. T'avais quel âge? Exactement, je sais plus. C'est vers les 14-15 ans, quoi. Putain, c'est trop bien ça. Et on l'a tourné quelques années après, et puis au final, ça nous a mis 3 ans en tout, parce qu'on avait l'école en parallèle. C'est énorme. Mais on a réussi à le faire, qui durait 1h05. Ok, waouh. Donc le rendu, c'est amateur, mais on l'a tourné avec des chevaux, on a tourné en Bretagne. Mais trop bien. On ne savait même pas qu'il fallait des autorisations de tournage, donc on allait tourner à Saint-Malo, sur les remparts. Ah ouais. On a des grands-mères qui nous ont créé les caps. Trop stylé. Et genre, tu disais, tes parents étaient là, genre ils t'ont un peu soutenu. Parce que c'est quand j'allais en vacances avec eux, je leur disais, vas-y, j'avais la caméra, je leur disais, vas-y, filme-moi, là, je me mettais en cap, et hop, j'allais faire un plan de coupe près de la mer. Parce qu'en fait, au début, j'ai été acteur de mon film, puisque au début, j'avais pas d'acteur. Donc, oui, forcément, ouais. J'ai commencé par être l'acteur principal pour pouvoir être dans la plupart des scènes, puis au fur et à mesure, je me suis entouré de pas mal d'amis. On était après une trentaine dans l'équipe au final. Ah oui, quand même. Et genre, tu serais une trentaine, genre sur la deuxième partie à peu près du tournage, ou alors c'est petit à petit, il y en a eu 1, 2, 3. Au début, c'était tourné un peu à la volée, et puis petit à petit, ça a été on prévoit de tourner, non. Au début, c'était un peu à la volée pour avoir les plans avec la mer, parce que nous, on n'était pas indépendants en voiture et tout, donc c'est quand j'étais en vacances avec mes parents à la mer que je tournais des plans. Puis après, on a vraiment planifié le tournage, faire un vrai scénario, et après, on avait des jours de tournage précis. Wow. Mais on faisait un peu tous les postes, voilà. Ouais, forcément, hein, même quand tu vas en école dessiner ou trucs comme ça, les tournages étudiants, les tournages bénévoles, il y en a certains qui font 4 rôles en même temps, ça arrive. Donc franchement stylé. Et genre, t'étais fier ou pas du résultat ou... Ouais, j'étais super content. Ça a pris pas mal de temps. C'était une belle énergie. En fait, ça m'a montré que je voulais continuer à faire ça parce qu'il y avait tout le monde qui mettait la main à la pâte, tout le monde apportait ses idées. Et ça a fait nous, on était super contents. On a même fait une projection officielle dans ma ville. Énorme. Et on est, avec une cérémonie derrière, un making-of. Vous vous êtes auto-attribué prix. Voilà, donc non, pas de prix, mais c'était vraiment pour kiffer ensemble, en fait. C'était trop vraiment bien, franchement, trop bien. Et toi, Tony, est-ce que t'as pris la caméra jeune ou alors ça a été beaucoup plus tard? Oui, si, aussi. Ouais, pareil, le mini DV. J'avais 15-16 ans, je travaillais pas mal avec mon père. Oui, c'est ça. Je travaillais pas mal avec mon père pour En fait, le deal, mon père travaillait dans le BTP, il était dans le bâtiment. Je l'aidais pendant les vacances. Chaque vacances scolaires, je faisais au moins une semaine avec lui. Et il m'a dit à la fin de l'année, du coup, quand on aura regroupé toutes ces semaines de travail, etc., ça te permettra qu'on t'offre la caméra que tu veux. Donc, du coup, c'était la mini DV. Et j'ai commencé à faire des courts-métrages aussi, beaucoup moins ambitieux. Parce que du coup, ambitieux. Non, mais dans le sens où c'est très bien, mais je trouve ça fou, ce que tu dis justement sur le fait d'avoir prévu déjà, je sais pas quand tu faisais le long, tu avais quel âge? Quand
On a commencé à le préparer vers 15 ans et après vers 17 ans, je pense. Ouais. Quasiment les mêmes âges. Et je trouve ça dingue d'arriver à se projeter sur la réalisation d'un long métrage à cet âge-là. Ouais, franchement, c'est ouf. Mais c'est mieux de commencer, je pense, court. Comme ça, tu travailles mieux chaque partie. Ouais, mais en même temps, du coup, ça a dû être une leçon de ouf de pouvoir tu te casses les faire dents. Ouais. Ah, voilà, c'est bien. Donc, ouais, plutôt des courts-métrages, mais pour le coup, mes acteurs étaient mes frères et sœurs, et moi incluant. Et bien sûr, c'était voilà, des petits courts-métrages qu'on faisait à la maison, mais des trucs d'enfants, quoi. Des trucs de bio, parce que moi, j'avais beau avoir 15-16 ans, voire même au début, peut-être 14 ans, mais eux, ils avaient ma sœur 11 ans, et le Pio, il avait 7-8 ans. Ouais, donc, forcément, on est tous petits à l'image. Donc, ça, mais c'était les débuts, ça a commencé avec ça. Et je pense que le film qui m'a, pour le coup, je parlais tout à l'heure des films qui ont marqué ma cinéphilie, mais je pense que le film j'avais déjà découvert assez jeune, mais que quand je l'ai redécouvert adolescent, m'a fait me dire, ok, je veux passer à la réalisation, c'était The Thing de John Carpenter, La Chose. Je pense que c'est ce film-là où je me suis dit, très bien. Quand je l'ai revu, je pense à 15-16 ans, la mise en scène, la manière de créer le découpage et la tension m'a marqué. Je me suis dit, après ce film-là, par contre, oui, je pense que la réalisation, c'est un truc qui me branche, ouais. Ouais, franchement, c'est vrai que je me souviens, la première fois que j'avais vu, c'était Invasion Los Angeles. Et je me souviens, c'est pas bien. Attention, mon ancienne école, c'est faux, j'étais vraiment malade. Donc je me suis fait passer pour malade, je me sentais pas très bien, j'avais un peu mal au ventre. Et je me souviens, j'avais maté, je sais pas si vous vous souvenez, il y avait Ciné Frisson. C'était vraiment genre la suite canal de l'obscurité, trucs comme ça. Et t'avais des films de dingue que genre vraiment, même aujourd'hui, je galère à les trouver. Et genre, t'avais Invasion Los Angeles qui passait. J'ai passé le vendredi matin à mater ça. Et j'étais genre comme un ouf. Genre vraiment, j'avais découvert un réal, quoi. Je me disais, waouh, attends, je vais mater tout ce qu'il a fait, ce mec. The Thing, incroyable. Franchement, après, quand tu commences à gratter, c'est vraiment dingue ce qu'il fait. Et je comprends que ça puisse s'inspirer. En plus, c'est un mec qui est vraiment genre un chef de la mise en scène, tu vois. Il a vraiment une patte. L'atmosphère aussi. Ouais, il a une atmosphère de dingue. Ouais, puis toute sa la cohérence de sa filmographie, elle est assez folle aussi. Ouais, aussi. Il a vraiment des arcs thématiques et narratifs qui sont très, très similaires, qui se reprennent. Enfin, son œuvre, elle est, c'est infini de pouvoir analyser l'œuvre de Carpenter, quoi. Ça, c'est fou. Et le nombre de personnes qui veulent devenir des Carpenters. Il y a ce truc aussi, je sais pas si vous avez déjà entendu, mais les réals qui disent, c'est les producteurs américains qui viennent chercher des réals en France et qui leur disent, c'est marrant parce qu'on peut un peu leur faire ce qu'on veut parce que ils rêvent tous de devenir le prochain Carpenter. Je pense qu'on a, en France, on aime plus Carpenter que aux États-Unis. Ah oui, je pense qu'on estimé en Europe. Ouais, il est beaucoup plus estimé en Europe. Je pense que c'est un peu comme il s'appelle, celui qui a fait, là, son dernier film avec Léa Seydoux et Viggo Mortensen. Ah oui. Je l'ai pas vu. Ah putain. Je vois de. Tu vois de qui je parle, putain, c'est horrible. Un film qui vient de sortir, qui est récent. Ouais, c'est. Avec les corps et tout. Ouais, c'est ça, vraiment genre. Putain, c'est pas le dernier Cronenberg. Cronenberg. Merci. Je savais même pas qu'il avait refait. Ouais, si, il a refait un film. C'est un peu comme Cronenberg. Cronenberg, je pense qu'il a une meilleure réputation. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il s'est mis à tourner en France. Hein. Je pense qu'il y a une espèce de. On a un amour en France de ce genre de cinéma. De genre, ouais. Et donc, The Thing. Oui, c'est plus ou moins la prochaine étape, mais c'est c'est un cinéma qui m'a, comme beaucoup d'entre nous cinéphiles, je pense qu'il nous a influencé beaucoup. Mais c'est vrai que ce sont des cinéastes qui ont eu beaucoup plus de répercussions en Europe mais même eux-mêmes le disent. Aux États-Unis, on est considérés comme des losers, alors qu'en Europe, on les adore. Parce que je sais pas, ça nous touche, ça nous parle. C'est des gens un peu torturés, des artistes. Et je pense que le truc, c'est qu'aux États-Unis, il y a ce truc un peu de la culture du réal technicien, où on peut prendre des choses positives de cette position de réal technicien. Je pense que ça fait il y a peut-être moins d'ego. Donc ça, c'est peut-être un truc où on devrait s'inspirer. Mais c'est vrai que sur le reste, sur le côté artistique, sur le côté vraiment c'est les âmes torturées, quoi. C'est vrai que Cronenberg et... surtout Carpenter et Cronenberg, c'est des réalisateurs nihilistes, quoi. C'est vraiment les réalisateurs dont on croit en rien, entre guillemets, quoi. Donc, aux États-Unis, ils préfèrent Cameron ou Spielberg, qui sont tellement plus mainstream et, qui ce sont de très bons réals, mais beaucoup plus dans la. Bien joué. Non, mais c'est vrai. Mais c'est vrai, je suis complètement d'accord. Je les trouve incroyables. Cameron est un de mes réalisateurs préférés. Mais ils ont cette vibe qui correspond beaucoup plus aux US, le côté, c'est grandiose, c'est tout public, et puis ça finit en général plutôt bien, de manière globale. Ouais. Alors que Cronenberg et Carpenter, on est dans le noir. C'est sombre. Ouais. Un peu c'est un peu genre, c'est marrant parce que c'est des réalisateurs, tu te dis aux États-Unis jamais. Parce que tu vois, t'as un mec comme Zulawski, genre en Europe,
qui te sort des films obscurs avec, comment il s'appelle déjà, l'acteur de Jurassic Park comment il s'appelle. Putain, c'est dur là ce matin. Le réveil. Ouais, c'est ça. Mais ouais, non, c'est Zulawski, il te sort des films à la Cronenberg, sauf que tu te dis, sur le territoire américain, sortir un film comme ça, et c'est un peu, tu vois, le débat qu'on a aujourd'hui avec le cinéma de genre en France, la complexité de le produire et tout ça. Et je pense que... On est en plein dedans. Ouais, c'est ça. Moi, sur mes projets, je suis en plein dedans, mais ça bouge quand même pas mal en ce moment. Ouais, ça bouge les bien. lignes sont en train de bouger, ouais. Ouais. On croise les doigts. Très envie que ça bouge. Et donc... Maintenant que vous êtes dans ce truc où vous avez touché la caméra, vous avez cette envie de réaliser, de faire des films, qu'est-ce que vous êtes dit, c'est quoi la prochaine étape? Genre, c'est, par exemple, toi Yannick, tu disais, t'as 17 ans, t'as tourné un long métrage autoproduit. C'était quoi l'étape d'après, quoi? Après, moi, j'avais envie de continuer. Mais c'est là où j'ai eu un premier obstacle, c'est-à-dire que mes parents, ils me soutenaient pas mal pour faire ces projets-là, mais en tant que hobby. Mais après, pour eux, c'était pas un métier. C'était pas un vrai travail. Voilà. Je venais plutôt d'un mon environnement populaire, on va dire, où il fallait sécuriser la carrière parce que voilà, c'était un peu pour rassurer tout le monde. Et en fait, moi, j'aurais bien voulu aller en école de cinéma, mais j'ai pas pu. Et donc, au final, je suis allé en classe préparatoire littéraire, Hippocagne-Cagne. Et en fait, je suis allé dans une école où il y avait l'option cinéma. Mais là, j'ai eu un premier obstacle, c'est que quand je suis arrivé quand j'ai intégré l'année, ils ont dit « Ah, il y a trop de gens pour l'option cinéma, donc on va pas pouvoir la donner à tout le monde. » Et moi, je l'ai pas eu. Ah non. Alors que j'avais déjà fait mon nom. Et il y en avait qui s'en fichaient un peu, qui avaient eu l'option. Moi, j'étais dégoûté. Et à la place, en plus, moi, j'avais pas de plan. À la place, ils m'ont mis en latin. Alors que j'en avais jamais fait. Pareil, c'est identique. Enfin, quand tu regardes, c'est la même chose. Non, mais c'était fou parce qu'en plus, je suis arrivé avec des gens en prépa qui avaient déjà fait du latin pendant leur... au lycée, au collège. C'est ça, moi, j'en ai jamais fait, donc ça m'a pris une énergie de fou. Donc, j'étais en Hippocagne-Cagne. C'était très intense, sciences humaines. Mais en même temps, j'ai continué à faire mes films en autoprod. Dès que j'avais un peu le temps, le soir, le week-end, les vacances. Et j'ai fait des films plus courts cette fois. Après, j'ai fait un court-métrage de 20 minutes encore dans la forêt avec des trolls. Donc, c'était encore médiéval. Mais après, j'ai fait... Et t'avais quel âge, là, sur celui-là? Peut-être 20 ans. Okay. Et après, j'ai fait des films plus courts, justement, pour essayer de mieux les travailler, avec des vrais comédiens, en faisant des castings, ce que je faisais pas avant. Avant, c'était que mes amis qui me dépannaient. Et après, j'ai fait plus du clip. Et là, c'était donc beaucoup plus court, et avec des comédiens. Et là, ça m'a vraiment aussi appris à penser chaque plan, pourquoi je cadre comme ça, où je place la caméra. Et quand tu disais que tu as fait des études Cagnes-Hippocagne, c'était en sciences humaines et t'as réussi à l'avoir? Genre le diplôme, je sais pas comment c'est. En fait, tu prépares pour entrer dans une école normale supérieure, mais moi je voulais pas rentrer là, mais en fait j'ai eu les années, mais c'était très intense quoi, c'était tellement intense qu'il y avait des gens qui s'évanouissaient en classe tellement on travaillait. Ma femme a fait Cagnes-Hippocagne. Elle a détesté. C'est très dur, très dur. Et moi en fait c'était j'ai fait ça. En plus je faisais un petit job en plus le soir. Je travaillais chez Decathlon pour avoir de l'argent pour m'acheter un ordinateur qui me permettrait de faire du montage vidéo. Mais tu sais que j'ai l'impression que Decathlon a participé financièrement plus au cinéma que beaucoup de... C'est ce qui m'a permis d'acheter, parce qu'à l'époque, il fallait acheter une carte d'acquisition vidéo pour pouvoir mettre l'image sur l'ordinateur. Bah ouais, bien sûr. Et voilà, c'est ça qui m'a permis de faire mes films. Donc je l'ai fait, voilà, ça s'est bien passé. Après, on se prend des mauvaises notes toute l'année, mais j'étais quand même dans la moyenne, on va dire. Et après, j'ai fait une école qui s'appelle en fait le CELSA, c'est une école de communication. D'accord. Là aussi, j'ai fait beaucoup de sociologie, de sciences humaines, jusqu'au Master 2, donc je suis allé jusqu'au Master 2. Et en parallèle de tout ça, je continuais à faire mes films en autoprod, en fait. Et le clip, tu dis que tu faisais des clips, tu te rémunérais ou alors c'était vraiment... Non, jamais. C'est que récemment là que je peux me rémunérer. Ok. Mais les clips, c'était beaucoup pour apprendre. J'ai même commencé, comme beaucoup de gens, en répondant à des annonces sur cinéaste.org. Dieu, cinéaste.org, merci. Ça m'a permis de faire mes armes aussi, parce qu'en fait, moi, je me sentais pas légitime vu que je faisais ça dans mon coin. Et au fur et à mesure d'aller sur des tournages d'autres, de voir comment ça se passe, c'était gratuit. Hein. Mais ça m'a formé et je trouvais des gens aussi pour intégrer mes équipes sur mes propres projets. Et le clip, un des premiers clips que j'ai fait, en plus c'était un peu un hasard, c'était une amie à moi qui avait son copain en Australie qui faisait de la musique électronique. Et elle disait, il cherche quelqu'un pour faire un clip sur sa musique. Et j'ai dit, vas-y, moi je suis partant. Énorme. Et alors toi, ça a été quoi ton plan, Tony? Moi, en fait, j'ai fait aussi un lycée avec une option cinéma audiovisuel. Ok. Ensuite, je suis sorti de là, je suis devenu opérateur projectionniste de cinéma. Okay. J'ai passé le CAP et c'était les dernières années de la pellicule, du 35 mm, parce qu'après ça passait au numérique en 2011.
Ouais. Donc j'ai fait 2008 à 2011 quand même avec la pellicule. Ça, c'était trop cool. Ah, tu m'étonnes. J'ai adoré faire ça. Et c'était où? J'étais en Normandie à l'époque, parce que moi je vivais jusqu'à 22 ans, je vivais près de Caen. Ok. En Normandie, mais ma famille habite toujours là-bas. Et voilà, j'ai commencé à travailler dans un cinoche pendant 3-4 ans, en espérant qu'on puisse monter notre association avec mon meilleur ami pour commencer à faire des courts-métrages. Et lui, il est parti dans le Grand Est à Nancy, dans un institut qui s'appelle l'IECA, un institut de cinéma. Et vers mes 20 ans, vers ma vingtaine d'années, je suis parti le rejoindre. J'ai tout arrêté. J'ai fait une rupture de contrat conventionnel avec mes chefs parce que ça se passait très bien avec eux. Ils m'ont dit, on fait une rupture de contrat. Bien, très bien. C'était trop cool. J'étais content. Et je suis parti vivre du jour au lendemain à l'autre bout de la France, parce que d'ouest en est, du coup. Ouais. Je suis parti vivre en coloc avec mon meilleur ami Karim. Et puis là, on a monté notre association et commencé à faire des courts-métrages dans lesquels, moi, par contre, pour le coup, à ce moment-là, alors que je comptais réaliser, finalement, en fait, je suis devenu un peu par défaut le comédien des courts-métrages qu'on faisait. Ok. Et du coup, je me suis découvert quelque chose, alors qu'à la base, c'était pas forcément ça qui m'intéressait. Ah, c'est marrant. Et donc, je suis revenu à la réalisation plus tard. On en reparlera plus tard. Mais en tout cas, au début, moi, ça a commencé par des projets de courts-métrages qui sont montés au fur et à mesure par le biais d'une asso avec des potes, dans lesquels je suis comédien. Et t'avais quel âge Là, entre 20 et 22 ans, à peu près. Ok, d'accord. Et c'était en quelle année à peu près? Je suis parti à Nancy en 2011. En 2011. Okay. Donc, on commençait à faire des courts-métrages en 2012, on va dire, quoi. Ok. Tu te rappelles bien. C'est vrai que moi, en fait, pour faire mon long-métrage aussi, on a monté une association avec mes amis aussi pour pouvoir louer du matériel et être plus crédible. Et cette association qu'on a montée, je sais plus, en 2009 ou avant encore, elle existe encore de nos jours. Maintenant, on organise des festivals de courts-métrages avec. Ouais, bah oui, j'ai vu. Trop stylé. Franchement, très cool. Mais ça, on va en parler aussi parce que c'est génial. C'est OP Prod, du coup? Ouais. C'est cet asso qui existe depuis que vous avez commencé. Depuis qu'on est petit avec mon cousin Stéphane. Trop drôle. Putain, c'est trop bien. Ouais. Donc ça veut dire que toi, ça a été un truc, Yannick, toi, ça a été un truc un peu familial. Oui, avec mes cousins. En fait, même déjà quand on était petit avec mes cousins, on se réunissait pour Noël, on créait un spectacle qu'on jouait à nos parents. Donc bien. on crée comme une pièce de théâtre et c'était en mode il fallait qu'ils trouvent le coupable. C'est vrai, c'est énorme ça. Et genre un peu. Ouais, franchement, je trouve ça trop bien, c'est une trop bonne idée. Comme un Cluedo. Trop cool. Et c'était les parents qui avaient qui étaient en mode oui, vous devriez faire ça, ou alors c'est vous. Non, c'est nous entre nous parce j'ai eu de la chance, on était une dizaine de cousins à avoir les mêmes âges à peu près, donc on était tous. J'avoue, c'est cool ça. Et on était après pour faire les spectacles, on était plus 3, ma sœur et ma cousine. Mais ouais, on adore ça. Et pendant l'année, on préparait le spectacle, on l'écrivait et après on le jouait. Ouais. Ah, c'est énorme. Et on trouvait des vêtements dans la cave de mes parents. Il y avait plein de vieux vêtements qui avaient été donnés par des amis. Et on faisait des costumes. C'est énorme. Ouais, c'est vrai que franchement, moi aussi, j'avais on était 5 cousins, cousines et tout ça, c'était trop bien. Moi, c'est vrai que je suis un peu, j'ai le seul. Moi, j'étais complètement matrixé, j'aurais raconté des histoires tout le temps, j'étais tout le temps dans la lune et tout ça, donc j'étais en train de faire piou-piou dans ma tête, tout le monde me chopait en train de raconter des histoires à voix haute dans la salle de cinéma seul. Mais derrière, on faisait des trucs, tu vois, avec mon cousin. Je pense qu'aujourd'hui, vraiment ma vocation, je pense que c'est aussi à force de jouer avec mon cousin, cool. Créer des univers, des trucs comme ça, se projeter. Ouais. Nous, on jouait à Star Wars aussi avec mes cousins. Ouais, on a même fait des vaisseaux en carton. C'est pareil. Nous, c'était pas en carton. Nous, ce qu'on avait, c'était, je sais pas si vous voyez, mais c'était les canapés que tu peux décaler. Tu sais, c'est des espèces de canapés, que tu peux rassembler pour en faire un seul grand canapé. Ou alors tu peux le déformer. Tu vois, il y a un truc comme ça. Et nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait absolument pas ça. Nous, on les mettait les uns sur les autres. Tu sais, ça faisait une espèce de géante cabane, on se racontait des histoires et tout. C'était trop bien. C'était trop bien. Un peu à la Community, le fort de Coussin, je sais pas si vous voyez ce que c'est. Ouais, c'est cool. Et ok, d'accord. Donc truc un peu asso qui a été un peu le point de commencement d'un truc presque plus professionnalisant. Ouais, sans le savoir en fait. Ouais, c'est ça. Pour le fun, quoi. Et après, ça a pris de l'ampleur au fur et à mesure. Ouais. Ok. Et donc là, toi, ça a été, t'arrives à Nancy. Tony, t'arrives à Nancy, tu te dis, j'ai 1 an. C'était combien la rupture conventionnelle? C'était combien de temps à peu près que t'as eu de chômage? J'avais 2 ans. T'avais 2 ans? Parce que j'avais travaillé 4 ans et à l'époque, selon les conditions qui existaient encore, c'était, j'avais le droit à 2 ans. Mais en fait, du coup, je me suis retrouvé à le prolonger en permanence parce que je taffais, en fait, pendant qu'on a monté cet asso. Et comme nos projets devenaient, pour le coup, là, commençaient à devenir toujours en court-métrage, mais devenaient de plus en plus ambitieux, on mettait nos propres économies personnelles dedans. Et moi, comme je continuais à bosser, j'ai retrouvé un taf de projectionniste dans l'UGC du centre-ville de Nancy. Mais c'était du CDD, c'était du plein temps, mais c'était un CDD. Donc j'avais des contrats à durée courte, ce qui fait que du coup,
Tu pouvais te concentrer sur tes projets. Voilà, je pouvais en fait, c'était le compromis parfait pour moi. Ça me permettait de continuer à travailler, donc repousser mes droits au Pôle emploi, et en même temps de commencer à monter nos projets avec mes potes. Et donc ça a été comme ça, en mettant les économies à chaque fois dans les projets. Les projets sont devenus de plus en plus ambitieux. Mais moi, j'étais toujours comédien. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, ce serait peut-être bien que je structure mes connaissances, parce que je suis en autodidacte, c'est bien, mais moi, je suis pas... En tant que comédien? En tant que comédien, Okay, voilà. okay. Toujours pour le moment en tant que comédien, selon le parcours. Et puis, je suis donc entré au Conservatoire régional de Nancy, dans la branche art dramatique. Et puis, j'y suis entré pendant 2 ans, je me suis formé et je suis sorti diplômé. Donc, et pour le moment, en tant que... Ce qui m'a fait, on va dire, entrer du coup de manière professionnelle dans le milieu, c'est comme ça que ça s'est passé. Okay. Donc la réalisation, pour moi, ça vient un peu plus tard. Mais en tout cas, selon la chronologie, là, pour le moment, c'est un peu l'idée. D'accord, ok. On est aux alentours de 25 ans, là, à peu près. Et donc, tu as commencé à tourner dans autre chose. Avec ces études, ça t'a permis de t'ouvrir à d'autres réalisateurs, d'autres... Oui, parce qu'en fait, eux, mes potes, en se professionnalisant, ils étaient donc 2 réals au sein, donc Karim et puis Kevin, qui étaient 2 réalisateurs au sein de l'association. Ils commençaient à se professionnaliser sérieusement. Leur projet, en fait, était en voie de production par le biais d'une boîte de prod du Grand Est. Ok. Donc, et moi, du coup, j'étais acteur. Donc, c'était mon premier cachet. Je l'ai eu comme ça, sur un court-métrage de mon meilleur ami, du coup, qui lui est réal. Donc, en fait, on se professionnalise ensemble au fur et à mesure. Cool, moi, je deviens comédien et je sors diplômé. Et lui, il passe réalisateur d'un film produit par la région. Donc, et un prod. Donc, moi, c'est mon premier cachet d'intermittent. Je suis le rôle principal du court-métrage. C'était en 2016. Et ça a commencé comme ça. Et après, du coup, je suis devenu intermittent après ça. J'ai commencé l'intermittence progressivement. Ça, c'est cool, ça. Ça, c'est bien. Parce que c'est vrai que moi, mes amis avec qui on faisait tous les projets, en fait, personne n'a fait d'études dans le cinéma. Donc, personne n'était dans le milieu et tout le monde a fait des études différentes derrière. Donc, mais tout le monde s'est réuni à un moment autour du cinéma un peu plus tard. Ouais, même où c'était surtout à l'époque. Maintenant, on continue avec ces personnes-là. On a fait beaucoup de projets entre nous aussi pour, par exemple, même on trouvait des prétextes pour, par exemple, on voulait tester le fond vert, donc on créait des vidéos pour les anniversaires des potes et on faisait plein de private jokes. Okay. Mais en testant des dispositifs de tournage, genre sur fond vert ou dans la rue en interviewant des gens au hasard. Okay, en fait, c'est vraiment des prétextes. Mais on apprenait sur le tas, même après avec des tutos et des trucs comme ça, parce que personne faisait d'études là-dedans, quoi. Et genre, toi, à partir du moment où t'as fini tes études, ça a été... Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que comme Ouais, moi, je vais jusqu'en Master 2 en communication, donc j'étais spécialisé en communication. Donc déjà, je faisais des stages à l'époque, mais je travaillais en costume-cravate dans les banques, ou dans la tech, voilà. Et en fait... T'étais un entrepreneur. Non, mais j'étais vraiment dans la communication et j'étais en mode mais c'est pas ça que je veux faire. Mais bon, là, ça m'a. En plus, c'était payé les stages, donc c'était bon à prendre. C'est la première fois que j'avais de l'argent, moi, bien sûr, sauf Decathlon. Et après, en fait, à la fin de mes études, j'étais un peu en déprime, en mode voilà, j'ai mes diplômes, j'ai rassuré tout le monde, mais par contre, j'ai pas fait ce que je voulais faire dans mes études. En fait. Ouais. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je rentabilise un peu mon diplôme en travaillant dans le secteur pour lequel j'ai fait mes études pendant 5 ans? Ou est-ce que je vais dans le cinéma, mais j'ai aucune expérience officielle, je me sentais pas forcément légitime. Et en fait, j'ai choisi au final de faire 2 ans en tant que consultant en communication. Ok. Donc là, j'étais aussi en costume, mais j'essayais de vendre des missions de communication où je pouvais faire de la vidéo dedans. Ok. Donc ce qui me différenciait par rapport à des collègues et qui fait que moi, je portais des projets. Pour eux, c'était dans les entreprises, dès que je faisais de la vidéo, c'était innovant, donc ils étaient super contents. Ouais, c'est super malin parce que toi, ça te permettait de garder un espèce de pied dans le milieu. Sans, Puis en plus, j'étais côté des clients, donc en fait, même je leur disais, pour votre projet de com, il faudrait faire une pub. Donc moi, je montais la pub, j'avais le budget, j'embauchais des boîtes de prod pour faire les pubs, donc ça m'a fait rencontrer des boîtes de prod. Et c'est toi qui as réalisé? Et c'est pas moi qui réalisais parce que j'étais le client, en fait, moi. Mais j'ai rencontré des prods qui, 7 ans après, là, par exemple, je travaille avec une des prods que j'avais embauchée à l'époque. Énorme. Et je travaille en tant que réal maintenant pour eux. Mais ils ont vu que j'étais le petit gars qui avait envie de faire de la vidéo, mais qui pouvait pas encore vraiment officiellement. Okay. Putain, c'est cool. Mais ça m'a formé, en fait, à tout ça. Et moi, j'ai voulu avoir aussi une rupture conventionnelle parce que mes boss, ils voyaient bien que je voulais faire du cinéma et en fait, ils m'ont dit non, vu que tu travailles bien, tu restes. Donc, j'ai dû démissionner, par contre, moi, au bout de 2 ans. Donc là, c'était un énorme choix très difficile. J'ai dû vraiment assumer parce que je partais dans le vide. Et en fait, j'ai démissionné, mais grâce au film que je faisais en autoprod les week-ends, j'avais déjà monté le festival, on pourra en revenir. Ça m'a fait rencontrer des gens. Je me suis renseigné dans mon entourage. En fait, dès que je voyais des gens, je leur disais, est-ce que vous connaissez des proches qui sont dans le cinéma? Et j'allais leur parler pour leur dire, ça se passe comment. Ok, d'accord. Et là, t'avais quel âge à ce moment-là? J'avais quand j'ai démissionné, j'avais 27 ans, je crois. Ok, d'accord, ok. Mais j'avais parlé avec des tonnes de gens pour leur demander comment ça se passait en vrai, parce que moi, mes parents me disaient, le métier, tu vas voir, c'est très dur, en hobby, c'est bien, mais dans la vraie vie, c'est compliqué.
Donc j'étais en mode, oui, c'est vrai qu'ils ont. Ce qui est vrai que c'est dur au final, mais, Ouais, c'est dur. on trouve toujours des passionnés. Bien sûr. Et en fait, tous ces gens-là à qui j'avais parlé, mais sans les démarcher à l'époque, parce que je voulais juste des infos. En fait, quand j'ai démissionné, j'ai posté une photo sur Facebook. Mhm. J'avais fait un photomontage et je me disais, ça y est, je me lance enfin. Plein de gens savaient que j'allais me lancer un jour. Ils attendaient que ça. Et en fait, j'ai posté que j'allais me lancer. Est-ce que vous avez des opportunités? Et le lendemain, j'ai eu une proposition de travail. Énorme, en tant que quoi? Et en fait, moi, je voulais plutôt être à mon compte, mais là, on m'a proposé, un des contacts que je m'étais fait m'a proposé d'être monteur pour l'instant pendant quelques mois dans une boîte de prod de clips et de corporate. Ok. Parce qu'il disait, on a besoin de monteurs. Donc, moi, vu que j'avais un peu touché tous les postes pour mes films, je connaissais. Et t'étais c'était en quoi? Ça, c'était en 2015, un truc comme ça? Je sais plus exactement. C'était les débuts de Première, t'étais déjà... Ouais, c'était sur Première. Okay. Là, d'ailleurs, ils étaient sur Final Cut. Final Cut Pro. Même un 7. Je sais plus, où il fallait faire des transcodages et tout. Ouais. C'était un enfer. Donc, en gros, je me suis dit, vas-y, j'y vais. C'était une mission à la base 4 mois. Donc, je suis parti. Parce que moi, je voulais pas être à temps plein quelque part. En fait, j'avais déjà été 2 ans en CDI. J'avais pas envie d'être. Oui, t'avais vraiment envie de reproduire ça. Ouais. Quoi. Okay. Donc, en fait, je suis allé dans cette entreprise, DigiProd. Et une petite entreprise à l'époque qui maintenant a énormément grandi. Et j'ai été monteur. Et en fait, là, j'ai vu aussi ce que c'était de travailler avec des vrais monteurs, entre guillemets, vrais monteurs, parce que moi, je montais moi-même. Mais quand j'ai rencontré ces monteurs dans l'entreprise, ça m'a énormément appris parce qu'ils allaient 10 fois plus vite que moi. Ouais, bien sûr. Et en fait, c'est comme ça que j'ai appris, c'est en posant plein de questions aussi. Je faisais un peu le relou, je posais des questions à tout le monde, mais je m'en fichais. Moi, ça m'intéressait beaucoup. Et c'est genre, toi, c'était tes premiers contrats, donc vraiment... Voilà, c'était la fierté. J'étais payé pour faire ce que je voulais. C'était vraiment le paradis et j'étais trop content. Ouais, tu m'étonnes. Et en fait, j'ai fait plusieurs mois monteur et après, je suis passé chargé de projet, chargé de prod. Ok. Et en fait, je suis resté au final 5 ans dans cette entreprise. Ok. Et à la fin, j'étais pendant plusieurs années producteur et souvent réalisateur. Ok. Parce que j'étais producteur de mes projets, donc mes boss me donnaient un client, me disaient on a gagné tel projet, tu as tel budget, tu dois le gérer de A à Z. Quoi. Ok, d'accord. Donc je recrutais l'équipe, j'organisais tout. Ok, franchement, c'est stylé, c'est formateur. Hein. Voilà, et parfois je me recrutais moi-même en réalisateur. Très malin. Selon la taille des projets, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais, tu te dis, genre, au bout d'un moment, il ne faut pas non plus que je me crame. Parce que j'ai pas à la hauteur de ce que je sais faire. C'est ça, après, par exemple, j'ai fait des grosses pubs pour L'Oréal, avec des gros budgets, quoi, vraiment plusieurs centaines de milliers d'euros pour une journée de tournage. Donc là, beaucoup de pression. Mais là, eux, ils voulaient des réalisateurs connus. Donc là, on bien sûr, des réalisateurs connus. Ça dépendait des projets. Si c'était un petit tournage d'entreprise, je pouvais être moi-même le réal. Puis ça économisait en plus sur le budget, donc tout le monde était content. Moi, j'étais content, mais oui, c'est ça. l'entreprise était contente. D'accord, donc c'est les premiers cachets de réal, entre guillemets. Enfin, la première fois mais au final, j'étais en CDI. J'étais au CDD, après j'étais en CDI au final. Non, oui, pardon. Ce que je veux dire, c'est que la première fois que donc tu as travaillé en tant que réalisateur, et donc non plus passion, mais job, ça a été dans cette entreprise où tu t'auto-embauchais en tant que réal. Voilà, et en fait, on était quasiment une fois en tournage, une fois par semaine, j'étais en tournage, pas forcément en tant que réal, mais aussi en tant que chargé de prod ou même j'aidais au début régisseur. Et ça m'a énormément formé, en fait, d'être tout le temps en tournage, de voir plein de situations, c'était super. Ok. Et toi, Tony, à partir de quand il y a eu ce shift enfin, c'est plus, il y avait déjà eu le shift t'es passé de je veux être réal à finalement je fais de l'acting. T'as fait combien d'années en tant qu'acteur et à quel moment tu t'es dit, faut que j'y retourne quand même? En fait, je savais pertinemment qu'à partir du moment où j'avais mis de côté temporairement la réalisation en devenant acteur, je savais que c'était partie remise. Je m'en doutais, je le sentais, mais je savais pas pendant combien de temps. Je savais pas combien de temps ça allait durer. Et puis après 2016, donc j'ai commencé à me professionnaliser, à faire des cachets, bosser sur des téléfilms, des séries, des longs métrages au cinéma en tant qu'acteur, de petits rôles à chaque fois, mais des trucs qui étaient toujours un petit peu plus formateurs, avec un peu plus d'expérience. Et puis, pendant ce temps-là, je commençais à écrire des scénarios. Ça faisait quand même un bail maintenant ça faisait bientôt 10 ans, en 2020, on commençait à arriver en 2020. Ça faisait bientôt 10 ans qu'on avait monté notre association avec les potes. Donc, la manière d'écrire un scénario, etc., ça commençait un peu à rentrer. Pour le cours, ça commençait à rentrer. J'ai pas fait d'école pour ça, j'ai pas fait d'école pour écrire. Ceci dit, avant que je passe à la réalisation pour mon premier court-métrage, je dis jamais le nombre de scénarios que j'ai mis à la poubelle, ceci dit que j'ai pas fait, le nombre de films que je n'ai pas fait, parce que c'était pas suffisamment intéressant, abouti, personnel, tout ce que tu veux, mais c'était pas suffisamment bon, tout simplement. Donc, mais il y a eu, par contre, j'ai cultivé ces univers-là plein d'années, des fois. J'étais sur un scénario, ça a duré 2 ans, des fois 1 an, 2 ans. Puis finalement, je me disais, est-ce que j'ai vraiment besoin de raconter ça? Non, allez hop, on passe à autre chose. Et puis, le vrai besoin est arrivé en 2020. Et donc, c'est à partir de cette année-là que je me suis projeté vraiment en me disant, ah tiens, cette histoire, elle me tient à cœur, ça m'intéresse vraiment. Genre post-Covid, est-ce que ça a eu un impact? Oui, moi, par rapport à l'histoire, oui. C'était justement suite à un événement qui s'est passé dans ma famille pendant le Covid.
que je me suis dit, ok, je dois écrire cette histoire. Il y a vraiment quelque chose que je dois écrire. Okay. Et j'ai commencé à écrire le scénario fin 2020 et qui a donné lieu à un tournage en début 2022, du coup. Ok, d'accord. Donc c'est là que le passage à la réalisation s'est fait. C'est là que ça s'est fait. Ceci dit, je continue à côté d'être comédien malgré tout. Je suis toujours artiste-interprète à côté. Ok. Et la question qui suit vraiment, genre, c'est quand est-ce que vous êtes devenu, entre guillemets, quand est-ce que vous êtes senti légitime de vous appeler réalisateur? Légitime. Après moi, donc je suis resté 5 ans dans l'entreprise dont je parlais. Et après, je suis parti de cette entreprise parce que moi, mon rêve vraiment, c'est d'être réalisateur. Là, j'étais plutôt salarié, quand même plus producteur. Et je suis parti de cette entreprise et maintenant, je suis réalisateur payé en tant que réalisateur au cachet, donc je suis intermittent réalisateur. Donc là, je me dis, tiens, là, c'est cool. Et ce qui a permis le switch, c'était grâce à un concours de scénario que j'avais gagné à l'époque. On avait écrit avec une amie, Valentine Thomaset, un court-métrage qui s'appelle Je veille sur toi. Et j'ai participé au concours de scénario HLM sur cours. Ok. Je sais pas si tu connais. Ça me dit quelque chose. Et en fait, c'est un concours où si tu arrives il y a 3 lauréats, et si tu fais partie des lauréats, tu peux tourner ton film. Tu as 4 mois pour faire ton film. Ok. Et tu as 8 000 € aussi. Ok. Et moi, c'était un film de science-fiction, anticipation. Et pour 8 000 €. Voilà, donc j'ai toujours été ambitieux, hein, c'est dingue. Mais en tout cas, voilà, c'était dur de mener à bien, mais c'était super. J'ai une équipe géniale et on a réussi à faire ce film. Et c'est vraiment ça qui a lancé, parce qu'avant, j'allais beaucoup dans les soirées voir les autres, et puis j'étais en mode, j'ai pas vraiment de vrai film. Tu te sentais pas encore légitime. Ouais, c'est ça. Okay. Là, c'est vraiment ce film-là où il y a eu un producteur dessus. Et il a beaucoup tourné en festival. Et j'étais très content du film aussi, et de l'équipe. Ça s'est très bien passé, même si c'était méga intense. Oh, bien sûr. Là, je me suis dit, ça y est, je me sens mieux, en tout cas, de parler. Parce qu'avant, j'allais dans les soirées avec plein de gens qui avaient fait des films, et j'étais là, bon. Oui, j'ai ça, j'en avais plein en stock, des projets, mais pas de concret, quoi. Et là, c'est vraiment ce court-métrage. Donc, en fait, ce court-métrage, c'est le côté, le fait qu'il y ait un producteur qui se soit rattaché à ça, qui t'a fait te sentir légitime de... En fait, c'était que j'avais beaucoup de choses dans ma tête, mais j'avais jamais pu montrer vraiment quelque chose de très qualitatif. Et là, c'était la première fois. Et là, j'étais très content du résultat. Et voilà, il y avait un DCP aussi. Ça, c'était une étape pour être projeté en salle. Et la première projection, j'étais projection en salle. Et, j'étais super content. Et ému en même temps, quoi. Donc. Et c'était genre cette première projection. C'est quand est-ce que tu t'es dit genre il y a un truc qui se passe, c'est genre sur le tournage, c'est avant, c'est après? Il y a plusieurs étapes. Déjà, la première projection, c'était très fort. Moi, ça m'a rendu, j'étais limite en larmes, en fait, parce que c'était la première projection du film. En plus, c'est un festival où il y avait un prix du public, et on a gagné le prix du public. Wow. Donc là, après, je suis allé marcher dans la rue, dans la nuit, et j'étais trop content, en mode, ça y est. La projection du premier festival. Ouais. Un prix du public. Ouais, j'étais trop content. Et franchement, c'est cool. Et, mais en fait, il y a un moment que j'ai adoré aussi, c'était quand on a, en préparation du film, donc c'était beaucoup de stress aussi, mais il y a un moment où on a répété la première répétition avec les comédiens, où les comédiens sont appropriés le texte, de voir le texte vivre, là, ça m'a ému aussi. Je me suis dit, ça y est, ça se passe, et ça m'a... Je me suis dit, c'est trop beau, quoi. Ouais, mais je comprends de ouf. Franchement, quand t'as un texte que t'as écrit et que tu vois que la personne qui est en train de le lire, l'acteur, le comprend, et t'as dit, mais peut-être qu'il faudrait que ça fasse ça, et que tu vois le truc un peu, comme tu dis, vivre, c'est super grisant. Et le tournage aussi, tout le monde, j'ai adoré mon tournage. Et tout le monde qui se donne à fond pour que le film existe, pour tout, là, je trouvais ça magnifique, quoi. Ouais, tu m'étonnes. C'était une équipe de combien? Je sais pas, on était 20aine, peut-être 15. Ouais, franchement, c'est trop cool. C'est trop, trop cool. Ok. Et toi, parce que là, donc, on est en train de parler pour revenir au truc, c'était quand est-ce que tu t'es senti légitime de t'appeler réalisateur? Alors, le légitime, je mets des guillemets, dans le sens où, à partir de quand tu t'es dit, genre, là, je suis réalisateur. Je me sens réalisateur. Ouais, voilà, c'est ça. Moi, en fait, c'est un peu pareil que Yannick, c'est-à-dire dans le sens où c'est pas... Quand bien même, j'ai été très satisfait de l'ambiance sur le tournage et satisfait de voir aussi le texte vivre, etc. C'était grisant, clairement, c'était très enivrant. Et j'étais très heureux sur le tournage.
Mais comme c'est le premier, comme jusqu'ici, moi, je suis sur des tournages, mais pas avec cette casquette de réalisateur, je peux pas dire que c'est à l'issue du tournage que je me suis senti réalisateur, bien que je me le sentais pendant que je le faisais sur le plateau. Mais je pense que je me suis pas senti encore légitime une fois le film, une fois le tournage terminé. Par contre, et ça, Yannick qui est pour beaucoup, c'est après pour l'exploitation du film. C'est-à-dire que le fait, par contre, que quelques mois plus tard, les premières sélections tombent en festival, et que là, on me demande de venir. Je sais que c'est de toute façon, je sais que c'est comme ça que ça se passe, mais soudain quand ça t'arrive pour la première fois, et donc ma première diffusion en festival des Livres-nous du mal, du court métrage, c'est à Issy-sur-Cour, le festival. C'est toi ? Oui. Mais je pense que je suis sûr de l'avoir déjà vu. C'est possible. Il est sur YouTube ou pas ? Non, mais par contre, il a fait pas mal de festivals. D'accord, ok. Parce que le Délivre-nous du mal, ça me dit quelque chose vraiment. D'accord. Bon, c'est possible que tu l'aies croisé. Et la première projection s'est faite à Issy-sur-Cour, le festival dirigé par Yannick. Donc pour moi, la question du coup est d'autant plus incroyable qu'elle m'est posée à côté de Yannick, puisque je pense que c'est en plus pareil. Il a le prix du public ce soir-là, directement aux première projection. Donc forcément, l'émotion est énorme, d'autant plus que le projet est extrêmement personnel. Donc l'émotion est, moi j'étais dans un état un peu second. Ouais, j'imagine. Et il a le prix du public. Donc c'est fou. Il n'y avait pas d'autres mots. Je me disais mais c'est complètement dingue. C'était inattendu. Moi je pense je m'y attendais pas à ça. Et là par contre à partir de ce moment-là, c'est pas tant le prix, mais c'est le fait que pour la première fois des gens le voient. On me pose des questions par rapport à ce que j'ai donné en tant que réal sur le projet. À partir de ce moment-là, à partir de l'exploitation du film, en fait, je dirais, à partir des premiers festivals, je me suis dit, maintenant, on m'invite en qualité de réalisateur à ces festivals-là. C'est fou. Je suis donc réalisateur. Ça fait bizarre. Ouais. C'est vrai que c'est dur, parce que c'est vrai que moi, je vois à partir du moment où t'as un projet, tu vas avoir plein d'étapes qui vont faire que tu sais pas à quoi ça va ressembler à la fin et tout ça. Le fait d'avoir un projet fini ou alors, que ce soit un scénario, un film ou quoi que ce soit, que quelqu'un fasse une remarque positive sur la qualité intrinsèque du film, du projet, du truc, c'est super touchant. Et c'est vrai que je pense c'est super important d'avoir de se sentir aussi ouvert à ce que des remarques positives nous touchent. Parce que c'est vrai qu'il y a ce truc un peu de non mais faut pas se laisser porter par les avis qui soient négatifs ou positifs. Je pense qu'il faut écouter tous les avis, bien sûr. Mais c'est vrai que je pense profiter aussi quand on a des bons avis. Oui, c'est ça exactement. Et je pense que les bons avis, ça forge énormément nos envies en fait de cinéma. Et c'est vrai que en plus jusqu'à ce que le film existe, t'es que dans le doute. Tout le monde te dit que tu devrais faire plutôt ça pendant le scénario. Ça va pas pendant le montage, pendant le tournage. Et là, d'avoir des gens qui l'acceptent comme il est, c'est cool aussi, le film. Ça devient tangible une fois que les gens le voient. Et là, du coup, toi aussi, c'est tangible. Ton film devient tangible. C'est ça. Et le fait que les gens puissent le voir, le critiquer, il y a un truc aussi de... même si vous le trouvez pas mauvais, même si vous le trouvez mauvais à votre goût ou très bon, c'est agréable d'avoir des gens qui puissent... qui ont envie de critiquer. Parce que c'est vrai qu'il y a ce truc un peu de... je le vois dans certains festivals où t'as des films qui juste ne reçoivent pas de critiques, juste passent complètement inaperçus, qui sont très... qui restent dans l'indifférence. Voilà, complètement dans l'indifférence. Je pense que c'est même un film qui va provoquer une réaction. Quand tu commences, c'est un peu... je pense que c'est... Après, je pense qu'il faut avoir un ego qui soit malléable. Parce que je pense que moi, j'ai croisé des réalisateurs, leur premier cours en festival qui se fait torpiller. Et t'en as qui vont être détruits, qui vont vraiment être en mode je sais pas s'il faut que je continue et tout ça. Et sauf qu'en fait, quand tu regardes, il y a certains avis positifs, et les avis positifs, ils étaient toujours teintés de négatifs, mais ils disaient, mais il y a du potentiel. Il y a quelque chose à aller chercher. Mais alors, ceux qui recevaient des avis positifs, faut aussi être, je pense, faut aussi être malléable là-dessus. C'est-à-dire, faut pas non plus trop se monter le chou. Faut prendre comme ça. Voilà. C'est pour ça que je dis, les avis négatifs comme positifs, faut les prendre un peu de la même manière. C'est-à-dire que ça fait du bien à l'ego, ou alors ça fait mal à l'ego, mais il faut pas non plus que ce soit le truc qui va te définir. Non, bien sûr. Mais en tout cas, je comprends, pour un premier festival, tu reçois un prix du public. Franchement, ça doit être très très cool. Ah ouais, puis encore une fois, ça rend en tout cas moi, ça rendait ça rendait mon statut de réalisateur soudainement tangible, concret. Je me disais, là, ok, d'accord, je me sens réalisateur maintenant. Donc merci. On a vécu ce moment ensemble, c'est beau. Voilà, c'est ça. Et en plus, du coup, c'est d'autant plus émouvant pour moi que Yannick y est pour beaucoup. Et donc ça, ces projets-là, donc pour toi Yannick et pour toi Tony, c'était vos premiers vrais projets de réalisation. C'est ça, ça a été vraiment le projet, vraiment de. Donc en fait, vous êtes passé de l'étape. Je fais des films, mais pas vraiment de manière
officiel, entre guillemets, producteur et tout ça. Et le premier que vous faites, le premier vrai projet que vous faites, Boom Festival. Ouais, c'est ça. Et puis d'avoir eu des financements. Moi, j'ai eu un peu de c'est financement. ça en plus. Ouais, c'est ça qui m'a rendu. Et d'avoir un producteur aussi, d'avoir payé une assurance sur le tournage. C'est des trucs un peu bêtes, mais ça fait officiel, quoi. Ouais, Et d'avoir une qualité comme je voulais aussi de rendu. Parce que moi, en fait, avant, j'avais fait beaucoup j'ai fait beaucoup de tournages, mais c'était plus de la pub. Ouais, mais c'était jamais pour moi. Et là, je me disais, j'ai appris pas mal de choses, mais j'ai jamais pu le montrer encore. Bien sûr. Et là, de pouvoir le montrer, j'étais content. Ouais. Et quand tu étais réel sur des pubs, c'était très instit ou alors il y en avait certaines où tu pouvais un peu insuffler un côté artistique Souvent, les pubs où moi j'étais réalisateur, c'était pas vraiment des pubs, c'était plus de l'instit. Okay. Et quand c'était vraiment des vraies pubs, entre guillemets, c'était plutôt des réals extérieurs. Okay. Donc moi, je pouvais pas forcément. Okay. Donc je voyais et tout, c'était super intéressant. Par contre, très formateur. Même au niveau production, moi, ça m'a beaucoup appris. Donc je connais aussi pour budgéter les projets, tout ça. Donc, et c'est ce qui m'a permis de faire ce film. Bien sûr. Je veille surtout à mon court-métrage qui. En fait, quand je le montrais, là, on a eu 8 000 €, mais quand je le montrais à des prods pour démarcher un prod, ils me disaient, il faut 100 000. Ouais. Après, c'est vrai, si on avait dû payer, moi, j'aurais préféré qu'on puisse payer tout le monde, sûr, mais on pouvait pas, donc. Mais c'est vrai que c'est important de rappeler aussi que un tournage, c'est une mini-entreprise. C'est des gens qu'il faut payer, qu'il faut rémunérer, donc on paie des impôts dessus et tout ça. Donc c'est vrai que quand on sort du 100 000, t'as une personne qui n'est pas du milieu va avoir les yeux grands ouverts, mais c'est monstrueux, alors qu'en fait 100 000 c'est pas voilà. Et ça, c'est justement mon objectif actuel. Après, je sais pas si j'anticipe les questions. Pas du tout, au contraire, t'es pile dedans. C'est la prochaine question. C'est vraiment là, et ça fait plusieurs années que je me bats pour vraiment faire produire un prochain film, mais parce que là, on avait 8 000 €, donc je pouvais pas payer. Et moi, ça me rendait triste de pas pouvoir payer des gens compétents. Bien sûr. Donc là, mon objectif, c'est vraiment d'avoir de l'argent maintenant pour pouvoir payer tout le monde, quoi. Mais c'est la quête, quoi. C'est le parcours de combattant. Ça fait 5 ans que je me bats et que je suis en commission, en finale, à l'oral. Et on l'a pas au final. C'est des hauts et des bas tout le temps. Complètement. Ouais. Et c'est donc l'objectif, là, actuellement, c'est continuer? Ou alors est-ce qu'il y a un objectif? Moi, personnellement, mon transfert, maintenant, il est... depuis qu'il s'est fait, il est un peu permanent, c'est-à-dire que je joue moins depuis quelques temps, je me consacre beaucoup plus à écrire, pour envisager de réaliser d'autres films. Donc oui, l'objectif c'est de poursuivre. Non pas que je fasse un deuil au niveau de l'acting, mais juste je fais un pas de côté en ce moment. J'en fais moins, j'en fais beaucoup moins et donc je continue d'écrire et ouais pareil le but, l'objectif là maintenant, c'est de faire produire le prochain projet. Donc il est j'ai un autre projet en développement. Mais voilà, très comme cool. beaucoup, ça prend du temps. Et merde à toi. Merde à vous. Merde à vous deux. Donc voilà, le fait que le premier ait eu un parcours en festival et fait un peu parler de lui, ça a clairement donné. Enfin, ça a pu permettre, je pense, du coup, d'activer un petit truc, un petit levier, qui fait que j'ai été un peu plus pris au sérieux du coup quand j'ai contacté des gens après. Mais voilà, l'écriture, là, ça fait 1 an et demi que je suis sur l'écriture de ce prochain et on vient seulement du coup d'établir une signature d'option avec une trop cool. pour l'avenir. Donc, mais pareil, encore une fois, comme dit Yannick, à partir de là, il va falloir convaincre des comités de télé, des comités de CNC et de région. Donc ça risque de prendre encore pas mal de temps. Ouais, bien sûr. Mais c'est vrai que là, ça me fait penser, quand tu disais légitime, c'est vrai que quand on a sorti notre court-métrage qui a été en festival, ça nous rend légitime aussi au niveau du secteur, c'est-à-dire qu'avant, je postulais beaucoup à des aides, même à des aides, mais à des résidences d'écriture, des choses comme ça. Tout débloque, bien sûr. Mais depuis que j'ai fait ce film, qui a eu des sélections et des prix, tout de suite, là, ça a été beaucoup plus facile pour être sélectionné, en fait. Le regard change de la part des commissions. C'est cool. C'est ça aussi, nous, ça nous rend légitime dans notre tête, mais aussi vis-à-vis des... Ça nous rend plus crédibles. Ouais. Est-ce que objectif long métrage ou pas? Ou alors est-ce que c'est plus déjà on fait nos cours et après on verra? Ou alors il y a ce rêve un peu? Moi, il y a objectif long métrage, bien sûr. Okay. Je dis bien sûr parce que pour moi, c'est depuis toujours, c'est l'objectif. Là, j'avance, mais c'est compliqué parce que là, je suis face à la réalité que si j'arrive pas à faire de court métrage vraiment produit solide avec aussi des chaînes de télé derrière, c'est très dur d'être réalisateur de son long métrage. Donc là, j'avance dans cette étape, mais plutôt là, je suis scénariste de long métrage, où la première fois de ma vie aussi, je suis payé pour écrire. C'est vrai? Donc là, je suis payé pour écrire un long métrage. Mais je vois que si je voulais être réalisateur, il faudrait que j'arrive à faire des courts produits d'abord. Donc écoute, pas forcément. Parce que moi, j'ai des potes, je ne dirais pas leur nom, qui ont des longs en cours, et ils avaient un seul
projets de court-métrage, voire 2 max, qui ont été produits par des boîtes un peu comme des boîtes potes, tu vois, des trucs très pas officiels. Mais en fait, je pense que il y a un truc qu'on remarque assez souvent, et c'est ce qu'on disait dans l'émission d'avant, c'est la plupart du temps, les personnes qui arrivent à avoir leur long métrage le plus rapidement, leur premier long métrage produit, optionné et tout ça, c'est des scénaristes. Donc je pense que les producteurs, ils veulent surtout une bonne histoire. Parce qu'après, le reste, ils peuvent tout contrôler. Donc il y a ce truc, après, faut prendre le contrôle et tout ça. Mais je pense que d'abord, une bonne histoire, une bonne idée, et après, advienne que pourra, faut pas perdre le contrôle sur sa création. Mais franchement, je trouve que se lancer dans ce truc de long métrage, ça bloque pas forcément la potentielle option et potentielle réalisation. Toi, ce long métrage là, tu veux le réaliser? J'aimerais bien en soi, mais après c'est pas non plus ma priorité parce qu'à la base c'est une adaptation d'une nouvelle qui m'a beaucoup plu. Donc là, je m'imprègne de l'univers, je développe. Et après là, on sait pas trop. Là, je suis dans une phase en tout cas où je suis scénariste. Après, on verra, on sait pas encore. C'est vraiment par phase. Et maintenant, je suis payé, et ça, c'est top. Et j'ai un agent aussi qui me défend pour c'est cool, mon contrat. Et là, ça a été une grosse étape cette année aussi. Et c'était la quête aussi pour trouver un agent. Et en fait, j'ai pu avancer grâce à des résidences d'écriture où j'ai été lauréat. Et ça donne pas mal de... Ça fait rentrer dans... Parce que moi, j'avais pas de tout de réseau là-dedans. C'est ça aussi, c'est des bonnes rencontres, des bons producteurs. Bien sûr, et c'est ça, c'est pour ça qu'on essaye souvent aussi d'aller dans les... de continuer à développer son réseau, parce que c'est tout ça qui compte en fait. Et résidence d'écriture, t'en aurais qui te viennent en tête comme ça? Il y en a une magnifique. je fais la pub à tout le monde parce que je l'ai adoré. Ça s'appelle Casel Arte. Et c'est une résidence pour écrire un long métrage. Si c'est un long métrage de fiction ou un documentaire ou un court métrage d'animation, tu peux postuler. Il y a 2 sessions par an. Et c'est gratuit, tu postules gratuitement. Et en fait, moi j'ai pu être pris, et ça fait que j'étais nourri, logé 3 semaines en Corse dans un hôtel magnifique. C'est pas mal. Dans la montagne, avec sur place 2 script doctors qui sont à dispo. Donc en fait, pas mal du tout. Et chacun est autonome en fait. Tu fais ta vie et tu rencontres c'est aussi. Trop bien, ça. Et tu rencontres les autres lauréats qui sont avec toi. On était une dizaine. Il y avait même des réalisateurs qui ont fait plusieurs longs métrages qui étaient là. Et t'es à égal, tu discutes à table. Donc c'était super formateur, super intéressant. Trop stylé. Très je recommande fortement. Ouais, c'est top. Ok. Et donc, toi, est-ce que le long métrage est en option, Tony, ou quelque chose? Ou alors pour le moment, tu te dis juste... Pour le moment, je continue sur la lancée des courts-métrages parce que je sens que j'ai quand même encore de l'expérience à gagner là-dedans. Ceci dit, je suis quand même sur plusieurs projets différents, en cours d'écriture de long métrage, mais ça prend son temps. C'est déjà, bien sûr, c'est déjà une phase à laquelle je commence un petit peu à me mettre, mais par contre, dans quelque chose où c'est du brainstorming. Pour certains, ils sont pas tous avancés au même stade. Bien sûr. Certains, c'est à l'état de brainstorming un peu permanent, développer l'univers. D'autres, ils ont déjà une sorte de synopsis, on va dire, qui est en train de se mettre en place. Mais tranquillement, j'y vais tranquillement. Je me dis qu'en même temps, pour le moment, mon premier court-métrage est indépendant. C'est un projet que j'ai fait en autoproduction, Des livres, on a du mal. Donc, comme tu dis, je pense qu'il n'y a pas forcément une seule école, et effectivement, c'est quand même possible de se lancer dans une grande ambition, une grande entreprise, sans forcément avoir fait tant que ça de films produits. Oui, bien sûr. Mais ceci dit, là, il vaut mieux sécuriser si tu peux, faire d'autres courts produits. Ouais. Disons que là, je me dis quand même que si par contre ce film-là produit, court-métrage peut se faire, pour ensuite éventuellement lancer quelque chose pour les projets suivants, c'est bien aussi. Je pense qu'on en revient à ce truc de légitimité. C'est-à-dire que typiquement, si demain tu te sens pas légitime, tu te sens pas prêt entre guillemets à faire un long métrage, t'as beau avoir tous les moyens possibles, il faut que tu te sentes prêt. Il y a un truc aussi il faut te casser un peu les dents sur des courts métrages, apprendre au maximum, comme ça le jour où t'es sur un long, tu te dis je me sens légitime de pouvoir avoir 40 personnes avec ça, moi. Parce que je pense que là, si on me demandait si on me demandait demain, là tu veux réaliser ce long métrage, je sais pas, franchement je suis pas sûr, je sais pas trop si mais si je m'imaginons, c'est pas forcément un truc que j'ai écrit, mais on me propose le projet, on me dit tiens, on te voudrait demain comme réal de ce je sais pas trop encore. Forcément j'hésiterais beaucoup avant de dire non, mais je sais pas si par exemple je me sentirais là les épaules, tu vois, de le faire. Tu te dirais ok, mais laisse-moi me faire un cours juste avant. Ouais, peut-être, Enfin, après... Puis, comme je disais aussi, c'est aussi pour rassurer, sur le long métrage, ça parle beaucoup d'argent, mais c'est pour rassurer les investisseurs aussi. Bien sûr. Si t'as fait des cours avec des grosses chaînes, c'est vraiment ça qui est demandé. Après, ça dépend de ton canal, de des rencontres, bien sûr. Et aussi, des financements. Mais ça joue quand même beaucoup, là, je vois bien. C'est sûr. Et une autre résidence dont je veux parler peut-être, parce qui est pas mal, c'est que j'ai vraiment beaucoup aimé, parce que là c'est un autre projet que je prépare, un court-métrage produit cette fois.
Et c'est la résidence Sofilm de genre court-métrage. Bah oui. Parce que ça, je pense que ça pourrait t'intéresser aussi. Que je vais tenter, là. Parce que moi, il y a un projet où c'est Hicham Boulaoun, c'est un scénariste. Il s'est associé avec moi. Moi, je suis réalisateur. Lui, c'est scénariste et moi, le réalisateur. Ok. Et on a postulé, on a eu cette résidence. Et cool. C'était trop bien parce qu'on était une semaine en grand test pour écrire avec d'autres auteurs qui adorent le genre. Donc, c'était trop bien. Trop bien. On avait un concept artiste qui a fait un dessin, une illustration de notre film, du concept. Donc, ça, c'est trop bien. Et après, on a pitché le projet au Festival du film fantastique de Strasbourg. Où c'était trop bien, en fait. Et après, en fait, on était 8 lauréats. Et il y en a un sur les 8, bon, c'est un peu Koh-Lanta. Il y en a un, à la fin, c'était pas nous, mais qui a gagné un financement Canal+, un préachat Canal+, et financement de la région Grand Est. Donc, en fait, c'est un accélérateur énorme. Ton film, il est lancé dans l'année, il se fait, quoi. Donc, t'as déjà au moins 50 000 € pour faire ton film. C'est pas mal. Et en plus, la résidence, c'était trop bien, super organisé. Moi, j'ai adoré, on a adoré. Ok, waouh. C'est en ce moment, on l'appelle à projet, là. Ouais, je sais. Je suis en plein rush. Je sais que c'est à la fin du mois, là, faut que. Ça va, je envoyé là-bas. Ouais, un gros projet, ouais. Un projet. En cours, du coup. Ouais, un cours qui est déjà soutenu par des prods, mais auprès duquel j'aimerais bien avoir la région Grand Est, déjà parce que c'est une région que j'adore. Que mon dernier cours, je l'ai réalisé dans les Vosges. Ah d'accord. Donc, t'es dans le... Ah ouais, moi j'adore. C'est vraiment genre une région. pas mal là-bas aussi. Ouais, franchement, j'adore. Ils soutiennent beaucoup le film de genre aussi. Ouais, mais c'est ça le truc aussi, c'est que c'est une région qui est vraiment. Je trouve que c'est une région qui est très encourageante. Je trouve elle donne beaucoup de place à des projets qui sont ambitieux, qui sont qu'on voit. Qui sont assez rares, genre vraiment des trucs très originaux. Donc je trouve ça trop cool. Et moi, c'est ce que j'aimerais bien tenter. Mais bon. On va rien dire, c'est faux, je tente pas du tout. Ils ont Gérard Armé pas loin, donc il y a un patrimoine culturel du cinéma de genre là-bas. Il y a un gros patrimoine culturel et c'est très très cool. Et en plus, les forêts vosgiennes, allez-y. Oui, c'est fou. Et puis, je voudrais rajouter quelque chose, c'est aussi, moi, je me suis forcé aussi à postuler aux résidences parce qu'en fait, aux appels à projets, parce que ça me forçait à avancer mes projets parce que parfois tu te dis, bon, je peux le peaufiner, mais là, t'as une deadline. Et même si je gagnais pas, parce que j'ai essayé plusieurs fois à Sofilm avant de l'avoir, en fait, j'étais quand même content parce que mon projet avait avancé, ça m'avait forcé à l'avancer, donc ça, c'est un conseil que je donnerais aussi de... Bien sûr. Tu postules, ça te fait avancer ton projet, dans tous les cas, t'avances, quoi. Ouais, de toute façon, tu dois pousser un peu le truc, sinon, C'est ça, il vaut mieux avoir plusieurs projets en même temps pour pas péter un câble sur un seul projet aussi. Ouais, c'est sûr. Parce qu'il y a toujours des hauts, des bas, des surprises. Eh est-ce que vous doutez ? Est-ce que ça vous arrive de douter un peu ? De douter sur vos carrières, nous en tant que nos qualités d'écriture ou de réalisation. Ouais, c'est ça. Est-ce que ça vous arrive de vous retrouver dans une position où vous dites merde, est-ce que je suis en train de faire le bon chemin ? Est-ce que je suis en train de... Moi, toujours, mais tous les jours on doute, pour moi en tout cas. Un peu pareil aussi, ouais. En fait, c'est toujours étrange comme sentiment parce qu'en fait, d'un côté, je sais pas toi, mais moi j'ai toujours un peu, du coup, le besoin de reprendre un peu en main ce que j'avais fait avant pour me rassurer, me dire non mais regarde, quand je doute justement, ce qui peut m'arriver, me dire tiens, est-ce que ce projet-là vaut plus le coup que l'autre ? Est-ce que ce que j'ai écrit là, moi ça plaît à tel, mais est-ce que ça plaira plus tard aussi ? Après, est-ce que la réception sera bonne ? Bien sûr. Donc, forcément, on doute en permanence parce qu'en plus, on est à vif. Quand on écrit, c'est nous qu'on met. Donc, les retours des gens, on les prend avec plus ou moins de susceptibilité parce que c'est notre sensibilité qui est mise dans le scénario. Mais dans ces cas-là, du coup, moi, j'ai tendance effectivement à essayer de m'appuyer sur j'ai quand même réussi ça, et du coup, mais c'est bien d'arriver à se réappuyer sur ce qu'on a déjà fait de bien, mais en même temps, je sais pas comment vous le ressentez, mais quand on refait un nouveau projet, on a l'impression un petit peu des fois de repartir à zéro et de se dire on doit prouver une nouvelle fois qu'on est capable. Et puis il faut réécrire. Recommencer. C'est vrai, le processus. Il n'y a pas de certitude. Parce qu'en fait, c'est pas comme les maths où tu fais un calcul, il y a un résultat. Nous, c'est vraiment tous les chemins sont possibles. C'est ça qui est compliqué. Il n'y a pas de vérité en plus. D'ailleurs, vous en êtes la preuve, parce que vraiment, vous avez des chemins qui sont très originaux. Vous n'avez pas du tout. Originaux. Après, je pense on a l'impression que vous êtes que vous avez eu un chemin de carrière assez original. Je pense que finalement, il y a beaucoup de personnes qui ont des chemins qui sont très originaux comme le vôtre. Et je trouve ça cool de voir aussi des gens qui ont fait ce parcours et qui ne sont pas forcément passés par une école, qui sont assez autodidactes, qui en fait ont été poussés beaucoup par la volonté de vouloir être dans ce milieu. Et je trouve que déjà, même si je pense que le doute, comme on se le dit, fait partie
du milieu. Ça fait partie de notre travail. Ouais, c'est ça. C'est un genre. Déjà, quand t'es artiste, tu dois douter de tout. Enfin, tu dois tout le temps remettre en question pour évoluer. Rien que de façon intrinsèque à l'écriture d'un scénario, peu importe de court ou de long. Complètement, ouais. On est. C'est rare que tu arrives avec un G, qu'on dise. Enfin, surtout si tu arrives avec un G, c'est bon, il est bon, je le tourne. Enfin, non, c'est rare, c'est rarissime. Donc, on doit réécrire. Rien que déjà le terme réécrire, script doctor et tout. Ouais, bien si sûr. tous ces domaines existent, c'est parce qu'il n'y a aucune assurance que le projet en un G, il est bon, c'est bon, il est frais, il est prêt à tourner. Donc, comme tu dis, oui, le doute fait vraiment partie de notre travail tout le temps. Quoi. Et comme tu dis, ce qui est intéressant, je sais pas qui nous écoute, mais vraiment, quel que soit votre parcours, vous pouvez. Dans le cinéma, ça accueille tout le monde. Si t'es déterminé, tu peux y aller, en fait. Ou même, il faut être à l'heure. Tu peux commencer régisseur, au moins, sur les plateaux. Et ça qui est bien, c'est qu'on voit des parcours de vie super différents. Et quel que soit l'âge qu'on a, le parcours qu'on a fait, et souvent les parcours d'avant, par exemple, moi, j'ai beaucoup été dans le monde de l'entreprise. Et ça m'a beaucoup marqué, ce monde du travail en open space. Et après, j'ai envie de le raconter dans mes projets. Et ça fait que chacun a un parcours différent. J'ai rencontré un réalisateur là, qui venait du milieu hospitalier. Au final, dans ses projets, il parle aussi de l'hôpital, mais ça donne des points de vue aussi uniques. Complètement différents, bien sûr. C'est ça qui est cool aussi. Tout ce qu'on a fait avant peut servir, en fait. Mais je pense à ce que je disais, ce que je voulais dire au début. C'était au tout début. Je disais, est-ce que c'est ton métier? Et je pense qu'il y a un truc aussi il faut aussi normaliser le fait que on peut se considérer réalisateur sans forcément gagner sa vie en tant que réalisateur. Ouais. Je pense qu'il y a le côté réalisation, travail, job, vraiment le côté très financier, l'aspect financier, et après il y a la réalisation avec l'aspect artistique. Dans l'épisode d'avant, des épisodes qu'on a tournés avant, on parlait beaucoup de réalisation, travail, pub et réalisation fiction artistique. Il y avait ce truc de l'invité me disait que il se sentait légitime en tant que réalisateur de clips et de pub, mais il se sentait pas encore légitime en tant que réalisateur de fiction. Et donc ce truc de douter, c'est parce que il doute encore de ses capacités dans le milieu de la fiction. Parce que c'est vrai que c'est un milieu, c'est pas facile. Et puis aussi, dans la fiction, tu as la direction d'acteur qui est super importante. C'est pour ça, souvent, les personnes qui ont été comme toi, comédiens, comédiennes, ils ont aussi cette sensibilité-là pour la direction d'acteur. Moi, c'est ça qui me faisait peur aussi, la direction d'acteur, parce que c'est pour ça que j'ai participé aux ateliers Artifex, des ateliers pour s'entraîner à la direction d'acteur, mais sans être en tournage avec une pression de rendu, parce qu'au final, on passe 99% de notre temps à réécrire nos scénarios, à faire des dossiers de financement, et même pas 1% du temps à tourner, et à pratiquer, en fait, notre direction. Donc, c'est ça qui est fou, quoi. C'est qu'on est beaucoup dans le... C'est très mis à côté. C'est ça qui est dommage. C'est que moi, j'ai fait une école, moi, j'ai fait l'ASRA. Je trouve que même dans les sections... la direction d'acteur est abordée de manière très conceptuelle. Il n'y a pas de... C'est-à-dire, on va te faire des espèces de cours un peu théoriques. Déjà, il y a 1000 écoles différentes. Tu as 1000 manières d'aborder le truc. Et je pense qu'en fait, le problème de ce genre de cours, c'est que ça skip le truc le plus important, qui est en fait ta méthode, c'est celle de l'acteur qui est en face de toi. Et c'est vrai que c'est top de pouvoir pratiquer sans avoir la pression du temps d'acteur. C'est la pratique qui est importante. Et en même temps, c'est vrai que j'entends souvent ce que tu dis, ce truc, beaucoup de réals qui sortent d'école disent, c'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup de cours ou beaucoup d'explications sur... Et en même temps, comme tu dis, ça se fait aussi avec un peu chacun des acteurs ou des actrices qui est en face de toi, parce que c'est pas une machine, ce sont des humains. Exactement, et je le dis aussi à titre d'acteur, tu dis effectivement ça peut apporter quelque chose en plus, soit, mais par contre, moi je trouve que c'est un travail à part, direct. Il y a même des films sur lesquels il y a un directeur d'acteur en plus du réel. Ouais, bien sûr. Parce que je trouve encore, même pour moi en tant que comédien, je crois que c'est même, un des trucs sur lesquels je me pose le plus de questions. Il y a, comme tu dis, il y a 1000 manières de parler à un acteur ou une actrice. Et je trouve ça beaucoup plus compliqué que la technique. Tu sais comment la machine fonctionne, tu sais sur quel bouton faut. Et un comédien ou une comédienne, il faut trouver la technique pour l'amener là où tu souhaites. Et tu t'adresses à un humain, à un être humain. Donc, du coup, je trouve que c'est un travail. C'est compliqué la direction d'acteur. Je trouve que c'est un domaine hyper. Justement, il y a quelque chose comme ça c'est pas palpable. Il faut réussir. Et puis on peut pas l'apprendre. J'ai lu des livres aussi théoriques, mais tu peux pas. C'est de la pratique, quoi. C'est selon les gens. Pour le coup, c'est de la pratique, ouais. Je pense que c'est de la pratique, et je pense que c'est aussi l'ouverture au dialogue. Parce qu'il y a ce truc de, bien sûr, c'est la personne en face et tout ça. En fait, on en revient à chaque fois au même truc. Je pense que pour n'importe quel poste, encore plus, je pense que le truc est décuplé pour les acteurs, c'est
le dialogue. C'est juste créer un dialogue et de pouvoir discuter autour de ça. C'est mieux si tu comprends la personne en face de toi. C'est ça. Qu'on parle le même langage, d'avoir ce truc de vraiment, il va me dire, genre, tu dis pas, sois plus triste. Ouais. Ou alors, il y a certains acteurs, moi j'ai croisé des acteurs qui étaient comme ça, qui disaient, franchement, tu me perds, dis-moi plus triste, moins triste, moi je fais le Il travail y a de ma aussi tête. des acteurs et des actrices qui sont rassurés par ça, ouais, par des rails plus, plus classiques, mais du coup qui les rassurent parce qu'ils ont compris ce que tu voulais, ce que tu souhaitais. Il y a des acteurs qui préfèrent ça aussi. Hein, ouais. Et moi j'ai croisé pas mal d'acteurs qui vraiment te disent, vas-y, tu te prends la tête, mec, genre t'inquiète, je fais le travail dans ma tête, te fatigue pas, dis plus triste, moins triste, crie plus fort, moins fort. C'est bon. Il y a quand même des extrêmes, hein. Tu vois, je sais pas si vous avez déjà regardé George Lucas sur les tournages. Oui, lui, il était. Ouais. C'était vraiment plus triste, visage plus fermé. Tu sais, c'est vraiment genre le robot, quoi. Donc il y a cet extrême-là, mais il y en a certains qui sont ouverts à avoir une direction plus classique, plus simple, plus directe. Et de mon côté, là, ce que j'explore aussi de plus, c'est le documentaire. Moi, ça m'intéresse pas mal. J'aimerais bien faire plus de documentaires. Ok. Et j'ai réussi d'ailleurs, pour faire mes cachets réalisateurs, cette année, j'ai pu réussir à vendre à L'Oréal un projet de documentaire que j'avais personnel. Ok. Et m'ont donné carte blanche pour le faire. Stylé. Et j'ai fait des portraits de coiffeurs qui ont des parcours inspirants. Donc, c'est quand même lié à L'Oréal. Et tout. Énorme. Et en fait, là aussi, c'était super intéressant le travail en documentaire, c'est-à-dire parce que parfois j'ai eu des gens qui ne sont pas habitués du tout à la caméra. Bien sûr, ouais. Et j'ai dû trouver des stratagèmes pour réussir à les faire parler alors qu'ils n'étaient pas à l'aise. Un peu à la genre striptease, ou alors c'était vraiment de... Là, je voulais vraiment le faire en mode pour les mettre en avant, les mettre en valeur, donc je voulais que ça soit bien fait. Mais par exemple, là, on avait installé le set de l'interview, donc il y a les lumières, la caméra, et la personne qui était très à l'aise en temps normal, là, dès qu'on a mis la caméra, elle s'est figée. Et par exemple, là, c'était au Danemark, par exemple, c'était une interlocutrice là-bas. Ce que j'ai fait, par exemple, pour qu'elle parle plus naturellement de son salon de coiffure, le salon de coiffure était lié à sa maison. C'était collé, en fait. Il y avait une maison familiale. Je lui ai dit, attends, tu peux me montrer des anciennes photos de ton salon de coiffure dans ton salon personnel? Et j'ai dit au chef-op, vas-y, filme, ne dis pas trop, montre pas que tu filmes. Et en fait, en la faisant parler sur des photos qu'elle regardait, hop, elle s'est lâchée. Okay. Et on a filmé un peu sans qu'elle se rende compte. Après, elle s'est rendue compte qu'on filmait, mais elle a continué dans cette bonne vibe. En fait, tu trouves des techniques, ça c'est super intéressant, je trouve, pour mettre les gens à l'aise aussi. Ouais. J'ai l'impression que ça relie un peu la direction d'acteur d'enfant. Tu sais, tu dois trouver des tactiques avec les enfants parce que c'est très dur d'avoir un enfant qui se sente libre de pouvoir avoir des émotions devant une cam. C'est très stylé. Ouais. Franchement, c'est vrai qu'en documentaire, on se rend pas compte, mais il y a aussi un travail là-dessus. C'est des gens souvent pas habitués, donc parfois tu filmes en live, ils oublient la caméra. Moi, j'essaie d'avoir des dispositifs légers pour pas que ce soit... Mais vu que c'était quand même pour L'Oréal, il fallait quand même un certain standing au niveau de la qualité d'image. Donc il y avait quand même un peu d'éclairage. Mais ouais, c'était super intéressant. Et ça, justement, j'ai créé ce projet-là grâce aussi au fait qu'avant, j'étais en communication, donc j'avais des contacts dans des entreprises parce que pendant mes études, j'avais monté avec des amis un pôle audiovisuel dans l'école pour faire les vidéos des soirées, avec les BDE. Et ça, c'est où ça? C'est quand j'étais dans mes études en master au CELSA. Donc ces gens-là, tous ces gens-là qui sont maintenant mes amis de l'époque, sont dans des postes de communication, marketing. Donc au final, ça peut me faire des projets aussi. C'était pas voulu en fait, mais ils m'ont connu en tant que celui qui filme et qui disait mais qu'est-ce que tu fais là en communication et ressources humaines? Tu devrais être en cinéma, mais moi, ils se rappellent, voilà. Et je peux créer des projets avec eux maintenant dans leur nouvelle entreprise. Ça, c'est cool. Et donc là, c'est plein de beaux projets, c'est des belles carrières qui s'annoncent, qui se profilent. Est-ce qu'il y a, vous avez un projet, ou alors une espèce de truc de l'idée de ce projet-là, c'est un peu le projet de ma vie? Et je veux atteindre ce truc où un jour je serai sur le plateau et je me dis, wow, c'est bon. Après ça. Je t'en prie. Alors moi, ce serait plutôt faire un long métrage de science-fiction. Ok. Ça, ce serait trop bien, mais voilà, c'est c'est vrai que c'est une longue carrière. Surtout en science-fiction. Donc là, maintenant, c'est plutôt, j'ai des objectifs intermédiaires avec courts-métrages produits, mais j'adore aussi, j'adore les courts-métrages sur lesquels je travaille. Et peut-être aussi des documentaires, mais c'est vraiment le rêve un peu, c'est. Ok, gros film long métrage. Ouais, idéalement, mais c'est pas facile. Ok. Étant donné mon amour pour le cinéma de genre, je pense que le Graal, entre guillemets, ce serait d'arriver à faire, pour le coup, moi, un film d'horreur ou un film fantastique, un long métrage, d'être sur un long métrage
horreur ou fantastique qui me parle, en tout cas qui soit marquant. Mais pareil, pour le moment, j'ai d'autres projets. En fait, je me rends compte que quand on développe un projet, qu'on se dit qu'il est très important pour nous, justement, j'en ai un comme ça, celui que je développe en personnel, en long métrage. J'ai un projet comme ça que je considère comme parce que j'ai la sensation qu'il doit être tourné en allemand. Ça se passe en Allemagne dans les années 1800, enfin 1700, début 1800. Donc c'est un film, il y a un côté reconstitution. Donc tout de suite, moi, ça me paraît être une montagne. Et donc, je l'associe à un truc, justement, qui est peut-être, waouh, le truc d'une vie et tout. Ouais, mais en fait, ouais. ça se trouve, ça se peut aussi que ce fait, soit le premier long métrage. Ouais, bien sûr. Un film tourné en allemand avec une équipe franco-germanique. Enfin, tu vois, c'est peut-être ça va simplifier, et que ce soit en Allemagne, ça va simplifier le processus parce qu'il y aura des coprods. Totalement. C'est ce qu'on n'arrête pas de me dire. On me dit, mais ça se trouve, c'est pas tant le projet d'une vie que ça. Ça se trouve, ça peut être ton premier film et puis ça va être d'autres films, les films de ta vie. Surtout qu'en plus, si c'est de l'horreur l'horreur, en tout cas, là, je pense qu'on est sur une période où va y avoir un boom de l'horreur en France. On commence à avoir petit à petit des films qui commencent à se débloquer. Donc, franchement, moi, ça me paraît pas incohérent. Genre, ça me paraît pas incohérent. Ça me paraît très réaliste, moi. Ouais, c'est ce qu'on me dit aussi. Donc, c'est pour ça, moi, pour le moment, je me projette dessus comme une sorte de montagne. Mais en fait, c'est peut-être pas tant que ça. Mais je vois très bien. Je vois très, très bien. Et c'est vrai qu'il y a ce truc de, je sais pas si vous aussi, vous avez eu un film où vous vous êtes dit, ouah, putain, je suis dégoûté, j'aurais bien aimé le réaliser. Je crois que c'est déjà arrivé, ça. Je réfléchis, mais je suis sûr que c'est déjà arrivé. Là, pas forcément récemment, mais... Moi, je pense qu'il y a un film où je me suis dit... Après, c'est le film en soi ne correspond pas... Enfin, si, je trouve qu'il coche quand même pas mal des cases de ce que j'aimerais bien faire. Et en même temps, il m'a fait vivre toutes les émotions, un panel d'émotions de dingue. Moi, c'est Everything Everywhere All at Once. Et vraiment, genre, je me suis dit, c'est le film qui est super équilibré entre film d'action, c'est un peu fantastique, un peu SF, c'est complètement barré et en même temps à la fin il m'a fait pleurer. Il y a ce truc un peu de, c'est pas le film que j'aurais aimé réaliser, mais je me dis de ces dernières années, c'est le film qui m'a fait véhiculer où j'ai vraiment eu le plus d'émotions vraiment différentes pendant tout le truc, où j'ai été genre les combats jouissifs qui sont ultra bien mis en scène, le côté vraiment touchant des personnages. Je trouve l'histoire aussi, parce que les personnages, ils me touchent, tu vois, le point de vue et tout ça. Mais c'est vrai qu'enfant, je pense qu'il y avait un délire autour de peut-être le genre Blade Runner, tu vois. Blade Runner, tu te dis, waouh. Ah bah l'image et tout, c'est magnifique. C'est fou. Et moi, ces dernières années, je pense que le film qui m'a fait ça, c'est le film scandinave The Guilty. Quand je l'ai vu, donc avec un gars qui est à police secours et tout se passe au casque. Et en plus, c'est beaucoup. Peut-être tu dis pas gros budget. Voilà, c'est ça. Il y a pas forcément énormément de moyens. Puis je dis ça aussi parce que Yannick le sait, mon film est assez bavard et tout est en plus centré sur justement des conversations, du dialogue. Et quand je l'ai vu, je me suis quand même dit, oh la vache, ce genre de film-là. Je me serais bien vu le faire, quoi. C'est le genre de. En plus, c'est un film concept. Donc, oui, en plus, parce que tout se passe en plus par le biais le gars, il entend tout au casque. Et en plus, son interprétation de ce qui se passe n'est pas forcément exacte. Enfin, tout passe beaucoup par le son. Et ça, je me suis dit, wow, le travail à la fois technique, le jeu d'acteur, parce que l'acteur qu'on a en face de nous est fou. En plus, son personnage, ce que j'aime bien dans les films, est un peu ambigu, finalement. Tu sais pas trop. Tu sais pas trop, en fait, si ce personnage est quelqu'un de bien, en fait. Je sais pas, c'est intéressant. Mais surtout qu'en plus, comme tu dis, c'est un film concept. C'est pour ça qu'il a été. Qu'il y a eu un remake américain avec Jake Gyllenhaal et que là actuellement va sortir au cinéma un remake de ce film avec une femme en France. Encore un remake de remake. Un remake de remake de remake. Mais oui, donc oui, je vois très bien ce que tu veux dire. Ce truc un peu en plus, on va pas se mentir, celui qui a fait le film, c'est un Danois, non c'est. Je pense que c'est lui. Je pense qu'il est tranquille jusqu'à la fin de sa vie. Ouais, il est tranquille. Ouais. Bah oui, il va pouvoir faire les films qu'il veut à chaque fois. Ça va, ouais. Et je pense que même nous, maintenant, j'ai plus la quête d'un projet parce que j'ai l'impression qu'on est des éternels insatisfaits. C'est que complètement. Avant, je m'étais dit, je fais mon premier long, mais en autoprod, mais je serais content après. Après, je fais mais non, c'est que le début. Après, je fais mon cours avec un peu d'argent. Après, je fais non, mais c'est que le début. En fait, j'ai l'impression qu'on n'est jamais satisfait. Et même que même là, je me dis ça parce que ça prend énormément d'énergie, de temps, le long métrage notamment. Bien sûr. Ça nous bouffe aussi vraiment. On se fait bouffer par notre passion aussi et que ça prend tout notre temps, notre énergie. Donc c'est un sujet aussi. Voilà. Non, de ouf. Eh ben, écoutez, c'est le moment anecdote. Donc c'est le moment où vous allez nous raconter, si vous le voulez, une anecdote, la vôtre. Nous, on préfère. Ou alors une anecdote de quelqu'un, d'un réalisateur connu, de quelqu'un, en tout cas, une anecdote que vous trouvez pertinente. Même si nous, on préférerait que ce soit une anecdote à vous. Je sais pas, il peut y en avoir pas mal. Toi, t'as une idée, toi Pas forcément. Si t'en as une sur le coup, je te laisse faire. Je vais en trouver une. Bon, après, je sais pas si c'est le
plus pertinent, mais une anecdote qui me vient, c'est que pour mon court-métrage Je veille sur toi, qui est de l'anticipation, je voulais absolument, dès le début du projet, je voulais tourner dans un lieu spécial, des tours qui ont des fenêtres en forme ronde. Ok. Et que pour moi, c'était vraiment le lieu de tournage, c'était ça ou rien. Et je me suis battu vraiment dès le début pour ce projet-là, mais ça plaisait pas forcément aux gens qui nous ont donné l'argent. Et même après, c'était compliqué d'avoir les autorisations. Donc j'ai dû me démener même à aller dans des boîtes aux lettres de cet immeuble pour mettre des annonces pour dire je cherche un appart. On s'est battu avec mon producteur aussi pour avoir les bailleurs du lieu. Et genre à 3-4 jours du tournage, on n'avait toujours pas la validation qu'on pouvait tourner là. Peut-être un peu plus quand même, une semaine du tournage. Et j'ai vraiment dit à mon prod, moi, si on n'a pas ce lieu, j'annule le tournage, en fait. Alors que ça faisait 4 ans que j'étais sur le projet, que j'avais trop envie de le tourner. Wow. Mais en fait, je me voyais pas tourner autre part. Et pour moi, c'était même pas un caprice de réal, c'est que le film ne marcherait pas parce que j'avais pas de budget et s'il y avait pas ces fenêtres qui symbolisaient. En fait, c'est quand, juste en les voyant, ça nous plonge dans une ambiance, en fait. Bien sûr. Et si j'étais dans un appart normal, pour moi, ça aurait été dommage. Et j'étais prêt même à l'annuler et qu'on le fasse peut-être plus tard autrement. Mais voilà, ça, c'est un truc où j'ai fait Et alors? J'ai été relou. Et au final, on a pu avoir le lieu. Donc. Énorme. Et c'était qui est-ce qui a accepté? Et là, j'ai plus trop les détails, mais c'est grâce au bailleur que ça s'est débloqué. Parce qu'HLM sur cours, le concours, tu dois tourner dans un HLM. Ok. Donc les gens de ça colle bien. Voilà, les gens de l'Union sociale pour l'habitat te mettent en contact avec des bailleurs, mais eux, ils n'ont pas trop d'intérêt à te faire filmer parce que tu payes pas. Bah oui. Et moi, c'était un hasard qui fait qu'il y a eu une expulsion dans l'immeuble à ce moment-là, donc on a pu récupérer l'appart où il y avait eu l'expulsion, mais en fait, il était dégoûtant. On a dû tout nettoyer avec mes potes. Ça sentait mauvais dedans, tout ça. Putain. Et vous y avez tourné tout le long là-bas? C'est un court-métrage, on a tourné dans 2 apparts qui étaient côte à côte sur le même palier. En plus, on a eu trop de chance pour gagner en temps d'install et tout. Et on a dû, j'avais pas d'argent en plus pour la déco, mais on a dû trouver plein d'objets pour tout meubler, parce qu'on a dû tout meubler et tout redéménager 2 jours après, 5 jours après. Et je suis même allé chez Emmaüs pour négocier des meubles, pour leur emprunter du mobilier gratuitement et leur ramener. C'était... Là, tu fais tout, j'ai fait, toutes les combines, Ok, trop stylé. Et voilà, c'est une anecdote. C'est que voilà, en tout cas, moi, j'aurais pas aimé mon film, je pense, s'ils n'en avaient pas tourné dans cet endroit-là. Ok. Mais c'est fou parce que c'est tellement d'investissement et tu te dis, tu peux peut-être tout faire rater à cause d'un choix comme ça. Mais bien sûr. Mais non, mais je comprends. Il y avait vraiment une vraie envie derrière. C'était symbolique aussi, le lieu. Et toi, Tony? J'ai pas forcément d'anecdote sur le tournage à proprement parler, mais un peu comme Yannick, quelque chose qui est plutôt en amont. Quand j'écrivais fin 2020, le tournage du film, c'était février 2022. Et fin 2020, quand je l'écrivais, j'avais commencé déjà à feuilleter un peu quelques pages internet de démos de comédiens et de comédiennes et d'agences artistiques ou autres, etc. Et en fait, je suis tombé assez rapidement sur les 2 profils des 2 acteurs qui sont finalement dans le film. À l'écriture. L'écriture du film était finalisée un an plus tard, fin 2021. Ah oui, quand même. Et quand en juin 2021, du coup, je contacte d'abord l'actrice principale Garance et Emmanuel dans la foulée quasiment. Je leur propose le film. L'écriture était encore en cours, parce qu'il y a eu, je dis finalisé fin 2021. On va dire que c'était de la réécriture jusqu'à septembre 2021. Mais en juin 2021, quand je les contacte tous les 2, ils me disent oui immédiatement, alors que moi, ça faisait 8 mois que secrètement, tout seul, j'écrivais. Le film était, sur 12 pages de scénario, je devais seulement être qu'à la 7e ou 8e d'écriture, mais j'étais déjà en train de penser à eux. Et donc, je les avais dans ma tête en écrivant le film. Et j'ai eu une joie immense de voir que quand je leur propose le projet, ils l'acceptent immédiatement. Je me suis dit, complètement dingue d'avoir écrit en pensant à eux, en les imaginant. Et puis, ils acceptent le projet comme ça immédiatement, sans poser de questions, je trouvais, sachant que je pouvais pas les payer. Et que Garance, en plus, l'actrice principale, elle a du boulot, le taf, elle se débrouille vraiment bien. Et du coup, je me disais, il y a de grandes chances que peut-être elle va dire non. Et en fait, elle a accepté, c'était fou. Trop bien. Trop stylé. Les étoiles s'alignent. Ouais, Et puis, je sais pas, quand tu t'imagines... Quand t'écris en t'imaginant ces personnes-là, et puis que, du coup, forcément, quand tu leur envoies, tu te dis, c'est eux que j'avais imaginé, mais ça se trouve, franchement, ils diront non. Et puis qu'ils disent oui, je sais pas, tu te dis waouh, il y a comme un truc de gosse, quoi, comme un rêve de gamin qui s'exécute. Tu te dis c'est fou, quoi, ils ont dit oui, c'est dingue. Mais c'est vrai que souvent il faut pas hésiter à même démarcher des gens qui sont un peu connus, parce que même moi pour mon projet, ils ont accepté si le projet leur plaît, ils peuvent s'investir plusieurs jours, même si maintenant idéalement on aimerait bien pouvoir payer tout le monde. Oui, c'est ça, ce serait. C'est la prochaine étape, on va dire. Ouais, c'est ça, voilà, comme tu dis, en fait, c'est vraiment l'étape suivante, quoi.
Eh bien, écoutez, est-ce que vous avez un conseil à donner à des personnes qui veulent devenir réalisateurs et qui nous écoutent? Il y a plein de... Ouais, il pourrait y en avoir plein. Après, Moi, personnellement, mon conseil, ce serait entourez-vous bien. Parce que je trouve personnellement que en ayant commencé à démarrer ce projet de court-métrage que j'ai fait, c'est vraiment les rencontres que j'ai fait et les choix aussi que j'ai fait. Parce qu'il y a aussi des gens avec qui ça a commencé pas forcément très bien, et puis finalement, du coup, c'est pas avec ces personnes-là que j'ai travaillé. Enfin, c'est pas arrivé beaucoup, hein, mais ça a pu arriver. Et il y a des personnes pour lesquelles aussi, moi, j'ai dû choisir et dire, c'est plus cette personne, parce que humainement, il y avait quelque chose qui matchait. Moi, si j'avais un conseil à donner, ce serait évidemment la détermination, mais aussi entourez-vous bien, choisissez vraiment bien les personnes avec qui vous bossez. Et moi, je sais qu'en tout cas, c'était au coup de cœur humain. Ce sont des gens qui ont souvent... J'aurais pu, c'est pas méchant quand je dis ça, mais c'est la vérité, j'aurais pu, je pense, essayer de demander à des personnes qui étaient... qui avaient des CV de fou, je sais pas quoi, qui avaient fait des trucs, machin. Mais finalement, j'y suis allé avec des personnes avec qui ça matchait vachement humainement. Et aujourd'hui, je me dis, j'aurais pas pu choisir mieux, quoi. Donc, ouais. Entourez-vous de personnes de confiance, quoi. Ouais, de personnes avec qui... Puis on a plaisir à travailler après, ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Parce que c'est tellement de travail, d'investissement que... Évoluer ensemble. Il y a un truc aussi t'as envie de te dire, sur le prochain projet, on sera tous les deux. Et il y a un truc c'est pour ça que moi, le conseil, c'est vraiment de tourner, de pratiquer, quoi, de faire, ouais. Ouais, de faire, parce que c'est ce que j'ai fait, moi, en tout cas, beaucoup de tournages. Et en plus, en faisant des tournages, mais plutôt commencer petit, genre faire des Nikon Film Festival, des choses comme ça de quelques minutes. Bien sûr, ouais. Parce que moi, je me suis lancé dans un truc énorme dès le début, mais je pense que c'est mieux de commencer petit pour bien travailler la matière. Et en plus, ça permet de voir comment ça se passe avec l'équipe technique, et tu vois au fur et à mesure avec qui tu as envie de travailler sur des plus gros projets, parce que souvent, c'est que dans l'action. En théorie, les gens sont tous sympas, mais c'est que dans l'action que tu vois quand ça matche bien, face aux urgences, au stress. Donc moi, le conseil, c'est la pratique, et même des petits films en autoprod, c'est top, quoi. Plus tu pratiques, plus ça te donne de clés après pour pouvoir assurer sur ton projet qui aura peut-être plus d'ampleur. Bien sûr. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Merci à toi, Louis. d'être venu, d'avoir accepté l'invitation. Merci d'avoir participé. Oh là, je vais la refaire. On la refait? Vas-y. Action. Merci d'avoir participé à Et Action. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil à la page Insta d'Oxyde de Fer. C'est grâce à eux que cette émission a pu voir le jour. Merci à moi, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas Flo. Flo, tu nous manques. Je vais le faire. C'était génial. Merci Flo pour le son. Et merci à la SSCD pour les locaux. Merci à Chelico pour leur délicieuse chicorée qui nous accompagne tous les jours avec cette émission. Sponsorisez-nous. Et voilà, écoutez, je vous invite à poser des questions en commentaire, partager, et puis je vous souhaite une excellente journée.